Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On va commencer cette table ronde intitulée Former des résistances locales contre l'extrême droite et reconstruire l'avenir. Pour ça, on a des super invités. Merci d'être là ce matin après une nuit pas forcément facile pour tout le monde. On apprécie beaucoup. Moi, je m'appelle Margot Metcourt, je suis salariée à la Fondation Daniel Mitterrand, qui est une fondation qui soutient les initiatives porteuses de transformation concrètes. Voilà, et aujourd'hui, avec Terre de lutte, on a initié cette table ronde. Merci beaucoup à Attac d'accepter d'héberger cette table ronde dans son stand. Et donc pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette table ronde? Bon, déjà parce que la question de l'extrême droite est un tout petit peu d'actualité, évidemment. Ensuite, on parle de résistance locale dans l'intitulé, notamment parce que Terre de lutte a initié une tribune qui a été publiée le 11 juillet dernier, qui appelait à former des résistances locales partout et vraiment à remailler le territoire. Et la plupart des organisations ici représentées ont signé cette tribune. Et puis ensuite, ça paraissait important d'avoir des organisations dites de la société civile, qui en tout cas ne sont pas des partis politiques, et il n'y a pas ici non plus de syndicats, parce qu'on sait à quel point la contribution a été décisive dans l'élection législative anticipée. Le rôle de ces organisations a été décisif dans le sursaut qui a permis au nouveau Front populaire d'arriver en tête. Et au vu de tous les débats qu'il peut y avoir dans nos milieux entre ces différentes organisations, il y en a fort à penser qu'elles vont continuer de jouer un rôle décisif. Et de fait, la tâche est colossale. Puisque on a vu des territoires entiers, des pans entiers de la société basculer au Rassemblement national. On va pouvoir dresser ensemble un diagnostic. Donc pour parler de ces sujets, nous avons Joël Delangeau, qui est habitant de Commercy dans la Meuse. Joël était un militant des Gilets jaunes, a participé, même a largement contribué à l'Assemblée des Assemblées, la première qui s'est tenue d'ailleurs à Commercy, et qui anime un local qui répond à des besoins sociaux concrets à Commercy. Bon, j'ai dit la Meuse, donc vous voyez un peu les enjeux qu'il peut y avoir autour de l'extrême droite, mais Joël en parlera. On a ensuite Alizé de la Réserve citoyenne de Marseille, qui est un collectif citoyen qui s'est formé pour faire la campagne du nouveau Front populaire, avec des gens qui principalement ne sont pas encartés dans un des partis de cette coalition, mais qui a vraiment choisi de faire la campagne sur l'unité, l'union, sur le nouveau Front populaire et contre l'extrême droite. Ensuite, on a Samir Hadj Belkacem, qui est membre cofondateur de l'Assemblée nationale des quartiers populaires, qui rassemble des acteurs de quartiers populaires qui ont décidé de faire entendre leur voix dans l'arène politique, et donc qui est beaucoup sur deux volets, l'éducation populaire et aussi un travail sur la reprise du pouvoir, notamment en passant par les élections. Ensuite, on a Torti, qui est un militant de Youth for Climate à Saint-Brieuc et qui est membre du collectif de vigilance Antifa des Côtes d'Armor. Et donc, il va pouvoir aussi nous parler des aspects vraiment d'autodéfense, des enjeux autour de l'autodéfense antifasciste. Et puis, donc on a Vincent Gay, qui est secrétaire national d'Attac, mais qu'on ne présente pas dans cette enceinte, et qui pourra aussi nous parler des réflexions qu'il peut y avoir au sein d'Attac et de la future campagne de Bolloré. On a un invité pour le moment invisible, mais qui va apparaître dans à peu près 45 minutes, qui s'appelle Ashraf Manar, qui est le cofondateur de Destin Lié, qui est un mouvement d'auto-organisation par et pour les premiers concernés, et en particulier les jeunes des classes populaires. Donc comme je le disais, avant de vous donner la parole, la tâche paraît colossale, notamment pour former des résistances locales dans tous les territoires.
D'abord parce que on a beaucoup parlé du rôle des médias, de la télé dans le basculement au Rassemblement national et dans la victoire de la bataille culturelle, mais on constate aussi amèrement le fait qu'il y ait une certaine désertification de relais d'une parole de gauche ou même de sociabilité de gauche. Quand je dis de gauche, c'est vraiment au sens large, avec par exemple un discours de classe, un discours sur l'exploitation. Et du coup, il y a une absence de relais dans ces espaces-là, et aussi le fait que les collectifs de travail se sont énormément réduits parce qu'ils ont été attaqués par le patronat, notamment dans les années 80, et avec en plus des taux de syndicalisation particulièrement faibles, ce qui fait que même dans le milieu du travail, qui pouvaient être des lieux de sociabilité de gauche, finalement, cette parole-là ou ces relais-là sont réduits à peau de chagrin. D'où cet enjeu et ce défi de reformer des résistances locales, mais c'est pas sans poser plein de questions et plein de problématiques, et donc on va les aborder ensemble. Ce que je vous propose d'abord, pour mieux faire connaissance avec les personnes qui sont autour de cette table, c'est que vous répondiez à une première question, qui est comment, à partir de soit de vos territoires ou de votre espace militant, comment est-ce que vous avez observé la montée du Rassemblement national de l'extrême droite sur le temps long, et surtout dans cette dernière séquence, qu'est-ce que vous avez observé par le prisme de vos organisations? Je vous propose de commencer par Joël pour répondre à cette question donc de Commercy. Merci. Oui, merci. Déjà, du coup, je viens de Commercy en Meuse, ce qui généralement pas. On se demande où est la Meuse, où est Commercy, donc c'est quelque part entre Paris et Nancy. Et on est un territoire, on a 184 000 habitants sur l'ensemble du département, et la plus grande ville du département fait 15 000 habitants, à peu de choses près. Donc ça laisse un peu voir le paysage, la géographie de ce territoire. Et chez nous, la montée de l'extrême droite, en fait, il y a depuis longtemps enfin, c'est pas une montée de l'extrême droite. Chez nous, l'extrême droite est extrêmement forte depuis longtemps, et on n'a pas assisté particulièrement. Là, il y a eu un regain de vote en faveur de l'extrême droite, il y en a eu un peu plus. Ce qui a déclenché un truc un peu étonnant, c'est que la vieille droite conservatrice, qui était assez implantée dans le département, s'est fait balayer en une élection. Alors, un député qui était là depuis 15-16 ans, qui était bien ancré, très apprécié, s'est fait balayer en une élection par un RN parachuté dans la circonscription sud du département. Donc ça, c'est un peu l'effet qu'il y a eu, qu'on a vu un peu partout de cette vague d'extrême droite. Mais après, nous, on a une extrême droite très ancrée. On a 50% d'extrême droite sur la plupart des élections depuis des années, en fait, en Meuse. Et là, par contre, on a atteint des scores entre 80 et 100% d'extrême droite sur certaines communes de Meuse, en fait. Donc on a vraiment des scores hallucinants, où on arrive jusqu'à 100% sur des petites communes, en fait. Nous, sur la réalité de territoires comme ça, c'est que je pense que ce qu'on a comme vécu, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de campagne d'extrême droite, en fait. Il n'y a pas d'extrême droite qui a besoin de faire campagne. Il n'y a pas de militants d'extrême droite qui sont actifs et reconnaissables. Je serais même incapable de dire qui sont les militants d'extrême droite localement chez nous, parce que l'extrême droite n'a pas besoin de faire campagne. Elle colle des affiches la nuit et ça suffit, en fait. Et il y a la tête de Bardella partout, et il y a un vote qui est un vote latent d'extrême droite sur les réalités sociales de notre département. Et il y a juste ces réalités sociales qui réalisent le vote d'extrême droite, je pense. Et on est un bassin ouvrier, un ancien bassin ouvrier, et en même temps une ruralité, et donc on a toutes les réalités difficiles de la diagonale du vide dans laquelle on s'inscrit, en fait. Donc ça, c'est pour dire un peu ce que c'est la réalité de l'extrême droite chez nous. Et au contraire, quand il y a des militants d'extrême droite, ils sont plutôt méprisés parce qu'ils sont parachutés, ils viennent un peu des villes, et ils sont parachutés par le RN, ils sont complètement lunaires par rapport aux réalités sociales de l'endroit où ils arrivent, et c'est plutôt là qu'ils sont pas très crédibles. Même si là, le député RN, il a été élu parce qu'il y a la tête de Bardella sur les affiches. C'est pas lui qui a été élu, c'est Bardella qui a été élu sur les élections chez nous, en fait. Et en face, l'opposition, c'est aussi un truc, on a parlé
il y a beaucoup de théories sur l'opposition, reprendre le terrain à l'extrême droite, faire barrage à l'extrême droite. Mais en fait, les 15 militants locaux qui sont à peu près engagés, ils se retrouvent le lundi dans une association, le mardi ils sont au syndicat, le mercredi ils sont à la manif, le jeudi ils sont... Et c'est les mêmes, quoi, c'est les 15-20 mêmes qui changent de casquette à longueur de temps, et c'est pas eux qui vont faire barrage à l'extrême droite concrètement, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, le boitage il a été fait, on a rassemblé jusqu'à 100 personnes dans les réunions, c'est pour vous dire 100 personnes qui ont fait des étendues, il faut 2 heures pour faire 2h30 pour faire le nord vers le sud du département, et c'est ça le barrage à l'extrême droite qui a été mise en place sur ces élections, donc c'est complètement dérisoire en fait. Et il y a une vieille gauche de campagne qui, elle, est à peu près aussi conservatrice que la droite sur ses acquis et sur comment elle est installée. Et cette vieille gauche-là, elle change pas ses habitudes, elle change pas ses façons de faire en fait. Et donc on a une réalité un peu figée dans ces territoires. Maintenant, je vous décris un peu un tableau. Il y a des émergences de choses intéressantes, il y a des assemblées qui ont été poussées, il y a des expériences intéressantes qui ont été poussées dans le département, mais elles restent assez marginales à cette énorme vote d'extrême droite qui traduit une réalité sociale sur laquelle personne n'agit concrètement, parce que c'est au bistrot que ça se passe, c'est au commerce du coin, c'est sur le porche, le pas de la porte. Il y a un mot en lorrain qui s'appelle le coup à rail, c'est la politique au pas de la porte en fait. Et ben c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est se mettre au pas de la porte et faire la politique au pas de la porte. Et en fait ça, il faudrait qu'on soit beaucoup pour être au pas de la porte des gens pour parler en fait. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Torti, toi tu vis à Saint-Brieuc, donc bon, c'est pas tout à fait la Meuse, mais ça reste une ville moyenne. Donc tu vis à Saint-Brieuc, et est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez vécu en termes de montée du Rassemblement National ou de l'extrême droite là sur les derniers mois ou les dernières années? Alors sur la montée de l'extrême droite, je peux pas remonter très loin, je suis assez jeune et j'ai pas forcément une longue expérience. Mais déjà rapidement sur la Bretagne, en fait, pour avoir une idée, c'est une région qui assez longtemps a résisté à l'extrême droite, que ce soit dans les urnes ou dans la rue. Et donc au départ, peut-être il y a quelques années, une région qui était pas mal PS, vaguement de gauche, qui est passée ensuite très largement macroniste, et qui là on le voit de plus en plus passe à l'extrême droite, d'abord par le centre-Bretagne, avec encore les préfectures, les villes qui résistent, notamment Rennes, etc., où ça reste quand même du PS mou dans les élections. Mais sinon, nous, ce qu'on voit surtout, alors même s'il n'y a pas forcément de militants directement, que ce soit des partis du Rassemblement National ou Reconquête, comme tu le disais, ils collent juste de nuit, mais sinon on les voit pas, ils n'ont pas besoin de faire campagne. Moi, ce dont je voulais parler, c'est pas seulement eux, c'est pas seulement la partie électorale en fait. C'est ce qui se passe dans la rue, c'est les différents groupes violents auxquels on a pu faire face, parce que pendant très longtemps on n'a rien eu, on a eu zéro problème sur Saint-Brieuc, et depuis quelques années, depuis peut-être 2 ans, etc. en Bretagne, ça s'est vraiment accéléré. Notamment on peut parler de ce qui s'est passé à Calac, dans les Côtes d'Armor, donc un village où il y avait un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile qui a été où il y a eu de nombreuses manifestations et contre-manifestations assez violentes. Et ils ont fini par annuler ce projet de centre d'accueil. Les fachos sont ensuite allés à Saint-Brévin en Loire-Atlantique où ils ont fait la même chose, ils sont fait annuler le projet, ils sont allés jusqu'à tenter de foutre le feu à la maison du maire. Et en fait nous c'est depuis ça principalement qu'on voit une montée large de l'extrême droite violente en Bretagne. Et en fait il y a de nombreux groupes qui se constituent quoi. On peut voir, je sais pas, par exemple les Active Clubs, des clubs de boxe qui peuvent être présents à Vannes ou à Saint-Malo et qui peuvent se déplacer également. Il y a des groupes comme l'Oriflamme à Rennes, etc. Après, il y a une forte défense quand même à Rennes, donc ils ont toujours assez peur de se montrer. Mais ça reste des personnes qui sont capables de se déplacer, qui sont violentes. Et on a pu voir, par exemple, le 1er juillet de l'année dernière, il y avait à Saint-Brieuc un festival pour une Bretagne ouverte et solidaire organisé par le collectif de vigilance antifasciste qui avait lieu en plein centre-ville de Saint-Brieuc. Et qui a été attaqué en fin de journée par une vingtaine de fachos armés de barres de fer, de poings américains. Il y a eu plusieurs blessés, notamment une personne qui a eu un nez cassé et qui a actuellement encore des séquelles et qui aura probablement des séquelles à vie, donc des saignements de nez, etc. tous les matins. Ceux-là, il y en a donc sur 17 environ, il y en a 6 d'entre eux qui passent en procès dans 10 jours là. Et on va pouvoir peut-être parler des façons de résister, etc. et de la loi aussi. Et en fait, depuis ça aussi, on voit de nombreuses fois que donc ces fachos-là, déjà, ils viennent de partout, hein, comme je l'ai dit.
Il y en a qui viennent de Rennes, il y en a qui viennent d'un peu toutes les Côtes d'Armor, et il y en a qui peuvent venir de plus loin. Et c'est pas forcément toujours dirigé sur Saint-Brieuc, mais on voit en fait qu'ils s'organisent et qu'ils peuvent venir d'un peu partout. En fait, en Bretagne, on a une particularité avec l'extrême droite, c'est qu'on a par exemple le Parti National Breton, donc en fait on a des indépendantistes d'extrême droite, et on a à la fois des néo-nazis nationalistes. Et ceux-là, même s'ils sont pas d'accord entre eux, parce que les indépendantistes, ils sont pas trop fans des nazis parce qu'ils sont nationalistes, on a vu qu'ils sont plus se mettre ensemble pour nous taper sur la gueule le 1er juillet de l'année dernière, et qu'ils sont quand même capables de s'allier pour taper sur des gauchos, quoi. Et ça, c'est aussi important de le prendre en compte, qu'ils peuvent aussi faire des alliances assez fortes et venir de partout, et qu'ils sont bien organisés quand même. Et depuis ça, également, on a eu à Saint-Brieuc, il y a par exemple un local qui s'appelle Lasserre, qui est un lieu très central dans le militantisme à Saint-Brieuc, qui est très partagé, où il y a par exemple une cantine populaire, il y a de nombreuses réunions, il y a une chorale, il y a plein de trucs. Et à partir de... il y a environ 1 an, en gros, on a eu de plus en plus, petit à petit, les fachos qui ont commencé à s'approcher. D'abord, c'était des petits stickers, des croix gammées un peu taguées aux alentours. Ensuite, ils se sont approchés de plus en plus, ils ont commencé jusqu'à taguer le local. Il y a eu plusieurs croix gammées, des références au nazisme, au camp de concentration. Et ensuite, une vitre brisée. Et puis, quelques semaines plus tard, ça a été carrément pendant une réunion d'une cantine populaire. Ils sont arrivés à 3 avec des barres de fer. Il y a eu plusieurs blessés légers. Ça qui sont passés en procès. Il y a déjà eu un procès, il y en aura un autre bientôt. Mais enfin voilà, en fait c'est des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé voir à Saint-Brieuc avant, où en fait avant il n'y avait rien qui se passait, et là on voit justement de plus en plus l'enjeu de l'autodéfense dans la rue, et c'est pour ça que moi j'ai pas forcément envie de parler du nouveau front populaire ou des élections, parce que ça c'est pas forcément ce qui nous impacte le plus directement à Saint-Brieuc, c'est pas là-dessus qu'on a forcément besoin de s'organiser. Alors évidemment il y a, comme tu le disais, tu vois, il y a des réunions à 100 personnes aussi, il y a des trucs énormes qui sont passés pendant la campagne et qui sont très fortes, mais nous ce qu'on voudrait dire c'est que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement pendant 1 mois il a fallu se mobiliser, et oui on a mis toute notre énergie nous aussi, mais c'est que peu importe ce qui se passait, faut continuer, et là on l'a vu, le RN ils ont pas eu une majorité absolue, mais c'est quand même vachement la merde, et on a quand même vu, ça a été encore un cran de passé, on a encore eu des nouvelles violences, quoi. Là je pense par exemple, là, il y a une semaine un rassemblement pour la ZAD où on s'est fait emmerder par une quinzaine de fachos, et là c'était pas des militants, là c'était vraiment des gens lambda qui sortaient du bar, genre qui se présentaient comme des fils d'agri, etc., qui sont venus arracher une banderole pour la ZAD et qui voulaient vraiment se taper, quoi, et qui arrivaient à 15 du bar. Donc c'est vraiment ça aussi la violence qu'on voit monter dans la rue. Merci beaucoup. Merci. Et alors après la Meuse et la Bretagne, on va passer à Marseille, du coup avec Alizé. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la montée de l'extrême droite à Marseille, et puis aussi dans quel état vous êtes réunis peut-être au lendemain des européennes, ça a été un enjeu pour vous, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Déjà pour dire d'où je parle, moi je suis grenobloise et je suis à Marseille depuis 2 ans, donc je n'ai pas la prétention de connaître toute l'histoire de Marseille, mais je l'apprends et je la découvre petit à petit. Marseille, le FN est là depuis un moment, puisque dès les années 70, et notamment avec la guerre d'Algérie, et l'arrivée assez massive à Marseille de pieds noirs et d'Algériens, il y a eu notamment en 73 des événements assez tragiques avec des meurtres entre 15 et 20 Algériens qui ont été tués sur quelques mois, et la montée d'un comité de défense des Marseillais qui a été en fait le berceau des cadres du FN ensuite sur le territoire. En 95, on a aussi Ibrahim Ali qui est tué par des colleurs d'affiches du FN. Donc tout ça fait qu'il y a un terreau quand même assez historique de montée du FN. Et 2014, où il y a un premier maire de secteur FN qui arrive. Et Marseille est entourée dans les Bouches-du-Rhône de territoire FN. Donc ça fait globalement que monter. Et là, aux législatives, sur les 7 circos de Marseille, il y en a 4 pour le NFP et 3 pour l'extrême droite. Et donc Macron a disparu du territoire. Je vais peut-être parler après de comment en fait tout ça crée une politisation croissante d'une partie des jeunes, notamment engagés, associatifs ou pas d'ailleurs, qui du coup que cette montée du RN mobilise politiquement. Merci. Samir, est-ce que tu peux nous dire, depuis l'Assemblée des quartiers, sachant que c'est un réseau, donc il y a un réseau national, mais comment est-ce que vous lisez cette période et la montée du RN sur les dernières années ? Alors
Déjà, je vais dire, parce qu'effectivement, on a un réseau qui est ancien. Cette question de l'extrême droite et des quartiers, elle a connu différents épisodes. Ce qui est peut-être différent par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que sur les territoires ruraux, en fait, le RN, en termes d'agression raciste, de présence, ils sont là. Dans les quartiers, en fait, c'est un autre visage du RN, un visage plus institutionnel, et aussi, quand vous entendez des heurts avec la police, etc., c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça passe pas par des militants, c'est des militants, mais on sait que, par exemple, dans certaines compagnies de police, etc., on a une majorité de personnes qui votent RN, voire même certains sont radicalisés, en fait. C'est pas juste des nationalistes. Et ça, c'est aussi cette traduction-là. Ça veut dire que c'est des territoires où on a voté Nouveau Front Populaire avant NUPES très très fort. Et c'est en fait les quartiers populaires, c'est sur ces populations que le RN joue en fait. C'est les minorités, c'est les étrangers. Mais c'est pas là où il y a la violence. Ces territoires, ils les ont pas pris. Mais néanmoins, ils contribuent indirectement en fait à faire subir des violences. Alors j'étais en train de faire un point avec différentes personnes du réseau parce qu'on n'a pas là un fait divers, il y en a toujours, mais dans un quartier vraiment à part les questions de police. Mais c'est souvent à l'extérieur, ça veut dire sur les déplacements, ça veut dire dans les lieux de travail, ça veut dire dans les lieux de transport où il y a des vulnérabilités. Et on n'évoque pas aussi, souvent on parle de ce quartier populaire, on se dit milieu urbain, mais des logements sociaux, il y en a partout en France, y compris dans des communes de 800 habitants. Il y a des cités de logement social dans lesquelles il n'y a pas que des étrangers, voilà, il y a des pauvres de manière générale. Et là aussi, ce sont des territoires qui sont en fait plus vulnérables. Parce que là, effectivement, ils se sentent forts dans ces territoires avec des faibles densités de population, etc. On parle de Romans-sur-Isère, par exemple, etc. Là, ils se sentent forts et là, ils viennent agresser. Mais tout le paradoxe, il est que, en fait, ils font campagne et sur une idée que ce sont les étrangers qui vont apporter la violence. Pourtant, c'est dans les territoires où ils sont forts que c'est eux-mêmes qui amènent la violence. Et c'est ça tout le paradoxe, en fait. Dans un certain sens, dans les quartiers, quand on vous dit des fois qu'il y a de la méfiance, qu'il y a des pratiques vis-à-vis de distance, vis-à-vis de certains fonctionnaires, et je parlais de la police, mais dans certains cas aussi, et malheureusement, parce que même dans l'éducation nationale aussi, aujourd'hui, quand on a un RN qui a 50%, ça veut dire qu'ils font des scores dans tous les milieux, dans tous les secteurs d'emploi, parmi tous les fonctionnaires. Et c'est pour ça que je dis que c'est un autre visage du RN, un visage plus indirect, parce qu'il y a cet racisme, il y a cette discrimination, les agressions dans le quartier, il y en a forcément moins, mais comme je le dis, les interactions violentes, les humiliations avec la police, pour moi c'est aussi ça, une des présences du RN dans les quartiers, et peut-être qu'on parlera par la suite, mais effectivement il y a aussi dans certains quartiers de l'autodéfense qui se met en place, parce que en fait quand on ne peut pas compter sur la police, parce que quand c'est la police elle-même qui agresse ou qui pose des problèmes, forcément il faut trouver d'autres moyens. Merci beaucoup. Pour ce tour d'horizon un peu de diagnostic, on va finir par toi, Vincent. Depuis Attaque, donc pareil, qu'il n'y a pas forcément un territoire localisé, mais comment est-ce que vous lisez la montée du RN et qu'est-ce que ça vient faire aussi bouger au sein de votre organisation ? La première chose, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que là, en fait, on assiste à une accélération en fait un processus qui s'est enclenché en gros à partir du début des années 80, mais on voit là les effets de l'institutionnalisation. Alors, à la fois sans doute en partie la dédiabolisation menée par Marine Le Pen, qui a fait effectivement sauter un certain nombre de choses, mais aussi des effets en gros, ce caractère exponentiel du nombre d'élus qui commence effectivement à faire ce que n'arrivait pas à faire le Rassemblement national, le FN avant, c'est-à-dire avoir un maillage territorial, des cadres, etc. Alors même si effectivement, j'entends ce que dit Joël sur le fait qu'on ne voit pas les militants, c'est le cas dans pas mal d'endroits, néanmoins, il y a quand même maintenant l'élu de référence, c'est
quand même les lieux Rassemblement National dans pas mal de circonscriptions, et la question des élections municipales de 2026 à ce niveau-là va être un enjeu majeur. Juste à l'état de diagnostic, moi je dirais un truc, c'est qu'en fait ce qu'on remarque là depuis quelques années, c'est les effets idéologiques du renforcement de l'extrême droite. C'est-à-dire que maintenant, toute une série de débats, ils se font en grande partie dans les termes qui sont posés par l'extrême droite. Point de débat, la question du racisme et la question du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, pour une partie de la gauche, ce sont des questions délicates dans la mesure où effectivement, il ne faudrait pas trop parler de racisme ou d'antiracisme parce que ça serait stigmatiser une partie des classes populaires qui blablabla. Ça, je pense que c'est un piège dans lequel effectivement le Rassemblement National contribue à nous mettre. Alors il n'est pas le seul, hein, parce qu'effectivement les relais de l'idéologie raciste, elle est portée bien au-delà du Rassemblement National, mais effectivement il focalise fortement sur cette question. Le deuxième exemple, c'est la question du travail. Débat qui a été porté notamment par les organisateurs de cette fête sur la valeur travail, et joue aussi, en tout cas contribue à déplacer d'une mauvaise façon un certain nombre de débats sur notamment un enjeu qui est majeur dans le discours du Rassemblement National dans les votes, c'est la question de l'assistanat, et quand on parle de la valeur du travail, comme certains en parlent, y compris à gauche, on commence à mettre le doigt dans cette façon de penser les oppositions entre les vrais travailleurs valeureux à qui il faudrait reconnaître beaucoup de choses, et souvent le sous-entendu, alors c'est pas le cas bien sûr chez Fabien Roussel, hein, mais en gros, on revient mais aujourd'hui de façon plus présente à ce qui était un débat dans les années 80, du produisant français, et ce que le FN a rajouté à l'époque, c'est produisant français avec des Français. Et je crois qu'on est, aujourd'hui, c'est pas tant la production que le travail en tant que tel qui est évoqué de ce point de vue-là, mais je crois que ce débat sur l'assistanat, il est extrêmement important. La troisième dimension moi, que je vois, c'est que des thèmes qui autrefois étaient pas forcément évoqués très largement, y compris dans l'extrême droite, sont aujourd'hui des enjeux de politisation importants. Je pense par exemple aux enjeux environnementaux et aux luttes écologistes. L'écologie fait aujourd'hui partie des grandes questions qui sont un vecteur de politisation anti-écolo d'une partie de l'extrême droite, qui renvoie à une forme de souci de stabilité, de ne rien changer, de ne pas envisager une autre société, et ça participe d'un backlash plus général qu'on retrouve aussi sur les questions du féminisme, qui ne sont pas seulement des oppositions comme ça, mais aussi des questions qui politisent une partie de l'électorat d'extrême droite, ce qui appelle pour une association comme Attaque, mais plus largement pour les mouvements sociaux, de se saisir à bras-le-corps et de ne pas laisser passer un certain nombre de choses au nom de il ne faut pas fâcher les gens. Bon, je vois qu'il y a certains intervenants qui ont très envie de débattre sur certaines questions et de rentrer notamment dans les débats qui agitent un peu la sphère politico-médiatique, mais sur les bourgs, les tours, tout ça, vous savez. Mais avant ça, avant ce débat un peu sanguin, je vous propose d'abord quand même qu'on puisse parler de la façon dont vous formez les résistances locales. Parce que là, on a quand même autour de la table que des personnes qui sont pas sur oui, alors il y a eu les législatives, on s'est mobilisé d'un coup et ensuite on arrête. Je crois pas. En tout cas, les personnes qui sont là ont été invitées justement parce qu'il y a un engagement sur le long terme, qu'il y a pu avoir des formes particulières pendant cette élection législative, mais qu'il y a bien une volonté de former des résistances locales pérennes. Et du coup, j'ai très envie de demander à Alizé, la réserve citoyenne, ça s'est lancé à partir de personnes. Les personnes qui ont lancé ça étaient déjà des militants et militantes marseillais et marseillaises de longue date, et donc qui ont créé cet espace d'organisation pour la campagne des législatives, mais aussi avec une ambition de faire des choses sur le long terme.
je pense que tu pourras en parler. Et il y a peut-être, donc dans les spécificités de la réserve citoyenne, il y a le fait d'être vraiment rassemblé sur l'union et sur le nouveau Front populaire, d'être une force d'appoint aux élections, et aussi d'essayer d'inventer des formes qui tranchent avec les partis politiques, qui s'appuient beaucoup sur la joie et la convivialité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, les enseignements sur cette campagne, mais surtout ce que vous allez faire là sur les semaines et les mois à venir pour continuer à résister contre l'extrême droite qui devient de plus en plus Marseille? Oui, on a même l'ambition d'être plus qu'une force d'appoint, au contraire une force qui déborde les partis. Du coup, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé à Marseille le lendemain de la dissolution. On est quelques personnes qui nous connaissions de près ou de loin et issus d'horizons un petit peu divers quand même, avec des militants marseillais très actifs, notamment dans les combats pour un logement digne. Moi, je travaille plutôt sur les questions d'économie sociale et solidaire, des personnes qui travaillent sur de l'éducation populaire. Et on s'est réunis, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire. On a lancé une boucle WhatsApp. Donc, c'est Kevin Vacher, militant marseillais, qui a lancé une boucle WhatsApp, qui l'a diffusée à tout son réseau marseillais. Vous êtes préoccupé par la montée de l'extrême droite, vous n'êtes pas forcément dans des partis, vous avez envie de faire campagne, rejoignez-nous. Donc en 48 heures, la première boucle WhatsApp était pleine à 2000 personnes. On en a ouvert une deuxième, une troisième. Le vendredi, on fait une réunion ouverte. Il y a 150 personnes qui viennent. On recrute 20 référents. Et puis le dimanche, on fait une première formation et c'était lancé. Et la stratégie qu'on a adoptée, c'est de se dire... il y a des circos à Marseille qui sont déjà gagnés, notamment celle de Bompard et de Sébastien Delogu, sur lesquels en fait il n'y avait pas trop d'enjeux. Des circos qui sont a priori vraiment perdus, mais il y en a 3 qui sont en balance et sur lesquels une mobilisation citoyenne supplémentaire peut faire la différence. Et d'ailleurs des circos avec des sociologies assez différentes, parce qu'une circo qui est vraiment dans les quartiers nord, quartiers très populaires, une circo en bord de mer plutôt macroniste, et puis une circo intermédiaire, on va dire. Et en se disant on va faire campagne à côté du nouveau Front populaire, en collaboration avec les équipes des partis, mais en appliquant des méthodes peut-être un peu nouvelles en quelles on croit, et qui est créer de la discussion et du dialogue avec les gens. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est pas forcément la culture dans les partis. Donc on a fait nos propres tracts pour expliquer les mesures du nouveau Front populaire, et puis on a formé des bénévoles qui n'avaient jamais milité politiquement, c'est sûr, électoralement, c'est sûr, voire même qui n'avaient jamais milité de leur vie, à des méthodes de conversation en porte-à-porte et en tractage qu'on appelle nous relationnel ou conversationnel, pour dire on va parler aux gens, on va leur demander qu'est-ce qui les préoccupe aujourd'hui, quelles seraient les mesures dont ils ont besoin, et puis progressivement on va essayer de leur montrer soit que c'est des personnes qui s'abstiennent, que c'est important d'aller voter, et puis on a essayé aussi, quand on pense que c'est possible, que des néo-votants pour le RN se rendent compte que en fait le RN ne sert pas à leurs préoccupations. C'est un peu plus dur ce sujet-là, mais la priorité c'était les abstentionnistes et les votants à gauche, d'aller faire voter 5 personnes autour d'elles. Donc on a vraiment utilisé ces méthodes aussi un peu d'effet boule de neige. On estime qu'il y a 1000 personnes qui ont mené au moins 2 actions, soit de porte-à-porte, soit de tractage relationnel, avec une organisation complètement... alors tout s'est passé sur WhatsApp, et avec pas de centre de commandement et une coordination très très flexible et assez décentralisée. Et quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé, c'est pas de problème, pas de conflit, Donc je pense que ça a été aussi beaucoup énergisé par les 3 semaines de campagne et un objectif très clair. Et ça, j'y reviendrai, mais en fait, il y avait l'union des partis de la gauche. Donc en fait, on n'avait pas besoin de se poser cette question-là, sauf quand même dans un territoire où il y avait 2 candidats LFI, et sur lequel, du coup, on n'a pas fait campagne pour ne pas avoir, nous, en tant que force citoyenne, à trancher ce débat intranchable. Et en parallèle, en fait, de ces actions, vraiment, donc, du coup, de porte-à-porte, on a organisé un grand événement qui s'appelle Meeting Meetup, qui était un grand meeting du nouveau Front populaire une semaine avant le premier rassemblement à Paris, avec pas de personnalité politique, mais en ensemble de représentants de lutte sociale et écologique, nationaux ou locaux, pour vraiment montrer qu'on pouvait faire des choses conviviales. Donc c'était un mélange de prise de parole et de concert, et 2, que le nouveau Front populaire, c'était pas que les partis, mais c'était aussi toute cette force de la société civile qui portait ce projet-là. Et puis plusieurs banquiers populaires
qu'on a organisé avec des partenaires dans les différents quartiers, aussi pour créer de la convivialité. Et du coup, pour la suite de cette réserve citoyenne, parce que évidemment, le jour 2 de la fin des élections, tout le monde demande qu'est-ce qui se passe ensuite. Là, on est en train de structurer la suite, mais ce qui est sûr, c'est que la réserve citoyenne, ça va continuer d'être une force de mobilisation citoyenne pour les idées de la gauche et contre les idées d'extrême droite, qui est indépendante des partis, qui, dans les moments électoraux, est une force supplémentaire au parti, et on espère justement que ce ne soit pas une force d'appoint, mais aussi un peu une force capable de faire un rapport de force pour pousser à l'union. En fait, si on est encore plus nombreux que dans les partis, ils vont être un peu obligés de s'allier pour travailler ensemble, et qui, hors des temps électoraux, soutient des luttes locales ou nationales, et toujours en utilisant ces méthodes de créer de la conversation, parce que l'objectif, c'est pas d'aller convaincre les convaincus, mais aussi en partant de sujets concrets qui touchent la vie des gens, créer du dialogue et progressivement recréer des liens là où on a soit perdu les liens par de l'abstention ou du vote RN. Et là, on vient de lancer la semaine dernière une campagne qui s'appelle le service après-vote, en disant on reproche toujours aux militants politiques de venir que pendant les périodes électorales. Donc là, on retourne dans les endroits où on est allé faire campagne pour tâter le pouls, être à l'écoute aussi des gens, et qu'est-ce que cette dernière séquence catastrophique évoque chez eux, avec le double enjeu de ceux qui sont à gauche de continuer à se motiver, se mobiliser et lutter contre le pessimisme ambiant, et puis continuer de créer du lien, et notamment dans les quartiers populaires, avec des associations d'éducation populaire qui sont déjà là et vraiment s'allier. Ça, c'est un des grandes valeurs de la réserve citoyenne, de s'allier avec les collectifs et les luttes qui sont déjà là, de ne pas venir faire à la place d'eux, mais plutôt de travailler ensemble. Et du coup, dans les 3 grands piliers, ça sera continuer de mener des campagnes d'action électorale ou politique au sens large. Toute cette notion d'éducation populaire, il y a vraiment un enjeu de former sur nos sujets, que ce soit les sujets politiques, l'antiracisme, le féminisme, les services publics, etc., et sur des sujets de méthode, et la convivialité, pour s'assurer que on crée en fait du lien et de la discussion, et c'est peut-être ça le plus grand défi en fait. Voilà, je vous passe les défis de structuration et de gouvernance, mais c'est un autre sujet. Pour en parler. Mais du coup, j'ai un peu envie de donner la parole à Joël après ça, parce que là, on entend Marseille, on ouvre une boucle WhatsApp, c'est 2000, et puis après une deuxième, une troisième. Bon, du coup, on voit bien que là, il y a un fossé quoi, entre le fait de militer dans Marseille et le fait de militer dans la Meuse. Tout à l'heure, tu disais que Commercy, la Meuse, c'était une terre dans laquelle il y a toujours eu de l'extrême droite. Mais en fait, je sais, parce que tu m'as déjà raconté, que c'est pas tout à fait vrai, et que notamment il y a en fait un maire qui avait un maire plutôt de gauche, peut-être municipaliste, qui a réussi à l'emporter à Commercy, et ça a eu un impact dans la ville. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette histoire-là, parce que c'est une piste intéressante sur la façon de lutter contre l'extrême droite? Ouais, c'est en fait, pour donner un aperçu quand même, il y a plein. C'est un bastion. Enfin, Commercy, c'est une ville ouvrière. Il y avait 3000 ouvriers sur 6000 habitants encore jusqu'à récemment. Là, on est peut-être encore à 2000 ouvriers avec 2-3 grosses usines qui emploient 1000 ouvriers chacune ou 800 ouvriers, les usines Saint-Michel ou Safran. Donc, c'est vraiment une ville ouvrière. Et en fait, ça n'a pas, contrairement à beaucoup de villes quand même du Grand Est, où il y a eu une forte présence CGT avec une forte présence il y a eu un truc de gauche travailler dans les milieux ouvriers. Dans l'entre-deux-guerres à Commercy, il y a les croix de feu de toute la France qui défilaient à Commercy. Et les croix de feu, c'était vraiment l'extrême droite dure qui venait défiler à Commercy. Donc il n'y avait pas du tout ce bastion ouvrier après-guerre de gauche. Donc pas un terrain de gauche. Dans les usines, il n'y avait pas de place. Il y avait ces espèces de potentats et de baronnies de droite avec des espèces de patrons familiaux qui verrouillent la possibilité de la CGT d'émerger dans les usines locales. Et du coup, ce qui s'est passé en 74, pourtant la mairie a été prise dans la vague rose et elle est passée à gauche pendant 24 ans au PS. Ce qui est totalement, il n'y avait pas le terrain, il n'y avait rien antérieur qui laissait
présupposé que ça pouvait arriver en fait. Et nous on était très curieux localement comment ça s'était passé. On est allé voir l'ancien maire de Commercy en disant mais comment c'est arrivé en fait, comment en 74 vous êtes arrivé comme ça, ouais, vous étiez un groupe d'instituteurs de campagne originaires de là et vous avez pris la mairie, vous avez fait des réunions à 300 personnes, envoyé 1200 enfants en colonie de vacances 5 ans après, enfin des trucs incroyables quoi. Et ils nous ont dit, à l'époque, on avait tout un terrain déjà au niveau national. Il y avait une intrication entre les organisations, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les œuvres laïques. Il y a tout un terrain qui a été travaillé par des organisations de gauche dans les campagnes pour créer ce terreau-là. Et surtout, eux, ils nous disaient, nous, on a été formés en fait. On a été formés dans les groupes d'action municipalistes, les GAM, à l'époque, dans les années 70. On est allé à Paris, on est allé dans des formations du PSU, etc. pour prendre les campagnes, pour reprendre les petites villes, avec des recettes qu'on a mis en œuvre. On a mis ces recettes jour après jour en œuvre. Et ça, c'était assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une stratégie de reprise des villes qui a été mise en œuvre dans les années 70. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une histoire qu'on a un peu oubliée et qui est hyper intéressante. C'est qu'il y avait quand même une vraie stratégisation au niveau des organisations de gauche sur la reprise des campagnes, en fait, à plein de niveaux différents et dans une complémentarité entre elles. Et après, une fois qu'ils ont été à la mairie, ils ont mis en place toutes les structures sociales, le centre d'action sociale, la médiathèque, ils ont tout ouvert en 5 ans. Ils ont mis en place énormément de trucs sociaux qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et qui aujourd'hui sont encore les seules structures sociales aujourd'hui vraiment à Commercy qui tiennent la route en fait, qui apportent encore quelque chose de social à Commercy. Ce qui fait qu'il y a encore aujourd'hui des structures sociales très fortes à Commercy. On n'est pas dans un truc de relégation avec une absence de services sociaux, une absence de santé, parce que cette gauche-là a mis ça en place. Par contre, c'est cette même gauche qui aujourd'hui verrouille aussi la possibilité d'autre chose. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette vieille gauche conservatrice très fière de ses acquis, aujourd'hui rend difficile l'émergence de nouvelles formes de lutte et de nouvelles formes d'émergence et pourtant n'est pas capable de remobiliser les énergies qu'elle avait à l'époque. Et donc on a des réunions soporifiques où il y a une moyenne d'âge de 60-70 ans qui ne permet pas l'émergence vraiment d'autres choses avec des formes très verticales et qui ne sont pas intéressantes et avec un verrouillage du pouvoir aussi au niveau local qui ne permet pas à des militants plus jeunes d'amener d'autres façons de fonctionner. Sauf sur le nord du département où ça a été percé à des endroits où il y a eu un rapport de force, sur Verdun par exemple. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant ce qui s'est passé. Et après, une autre illustration intéressante de la résistance locale. Bon, nous, ça fait, enfin, quand je dis nous, on est un certain nombre de gens. Moi, je suis arrivé sur la lutte contre le projet de déchets radioactifs à Lure, en fait. Je me suis installé là. Je suis originaire à 2 heures de là, donc je suis quand même pas très loin. Mais on s'est installé là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le terrain d'installation des grands projets, l'acceptabilité sociale, ce qu'on appelle en sociologie, l'acceptabilité sociale, c'est de rendre l'inacceptable acceptable par la population, pousser sa résignation. Et c'est intéressant parce que ça se fait dans des territoires comme ça et les mécanismes sont les mêmes que ceux qui amènent quelque part aussi au vote d'extrême droite, cette résignation, ce truc de se dire il n'y a plus d'espoir, les décisions sont prises ailleurs. Et dans ces trucs de désertification et le sentiment de relégation, c'est un titre que j'ai vu intéressant. Moi, je pensais vraiment, moi y compris, je me disais, on a peu de soins, on a peu d'accès aux trucs. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai en fait. Le sentiment de relégation est plus fort que la relégation réelle en fait dans des endroits comme ça. C'est que les gens ont vraiment l'impression d'être dans des territoires abandonnés. Et en fait, les services de soins et les services sociaux sont extrêmement élevés par rapport à d'autres départements qui sont beaucoup plus démunis. Et pourtant, le sentiment de relégation est un des plus forts. Et pareil dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin il y a des endroits où vraiment le sentiment de relégation est extrêmement fort. Donc ça c'est aussi une clé importante. Et maintenant il y avait un exemple que je trouvais intéressant, du coup pour dire quelle stratégie nous on essaie de mettre en place. Ça fait un moment que face à ça on est obligé de se dire on doit faire partie du territoire, on doit infuser dans le territoire, on doit être des gens de ce territoire parce qu'à un moment donné si on veut transformer aussi les réalités sociales on doit être ce territoire en fait. J'aime bien l'allégorie du sachet de thé parce qu'en fait le sachet de thé on le met dans l'eau, on se laisse pénétrer par l'eau, c'est le territoire qui rentre en nous et nous on infuse ensuite dans ce territoire et seulement là les gens ils nous écoutent parce qu'on fait partie du territoire, on est eux et eux ils deviennent nous en fait et ça je pense c'est hyper important et ce qu'on perçoit souvent on va mettre le tract et on dit aux gens ils ont besoin de penser et je pense que ça c'est vraiment ça sert à rien de mettre des tracts de dire aux gens voilà pouvoir d'achat je sais pas quoi mais ça change pas leur réalité quotidienne en fait sur le moment et du coup pour finir vraiment sur le truc des
l'exemple local, on a un maire qui s'est présenté à côté de Commercy avec une liste citoyenne. Il a dit, sur une assemblée, il a dit « Je ne serai pas votre maire, le conseil municipal ne dirigera pas la commune, on va se présenter avec cette liste, on va aller à la mairie, et c'est vous, les habitants de ce village, qui allez diriger la mairie. » Donc c'est 140 habitants, sauf qu'il y a une seule famille qui ne participe pas aux assemblées citoyennes. Tout le village est géré par les habitants, ils ont mis en place énormément de choses. Et par contre, ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je voulais un peu conclure, c'est que le vote dans cette commune est de 67% RN, pourtant le maire est d'extrême gauche, tout le monde le sait. Il a des positionnements de gauche très clairs, d'extrême gauche très clairs et pourtant, et les gens l'apprécient énormément, et ça n'a pas changé le vote de sa commune. Donc il y a une décorrélation entre cette action, cette démocratie directe et le vote à la fin. Et donc ça, je pense que c'est des choses à analyser. C'est une action vraiment de fond, longue, qui va changer les réalités sociales, et c'est pas des idées qu'on va porter fort à un moment. Merci beaucoup. Samir, j'aurais pas envie de te faire rebondir sur... donc là, on entend à Commercy cette histoire des GAM, des groupements d'action municipalistes avec des militants qui sont formés et qui vont sur d'autres territoires. Finalement, le réseau de l'Assemblée des quartiers, il y a un peu une histoire un peu comparable qui peut résonner avec les acteurs du MIB, qui sont des gens qui se sont beaucoup déplacés sur les territoires pour venir en soutien. Et vous avez l'Assemblée des quartiers insiste beaucoup sur l'éducation populaire, le fait de former des militants, notamment aussi pour prétendre à des élections locales. Est-ce que tu peux nous dire quelle est votre stratégie ou vos modalités d'action pour former des résistances locales partout sur le territoire? Pour l'instant, bien évidemment, on est en construction parce que ça prend du temps. On le voit, le politique, c'est du temps long. Ça veut dire, souvent, ça porte ses fruits à long terme. On est parti d'un constat qui n'est pas nouveau, c'est qu'on parlait de la montée, Vincent en parlait tout à l'heure, de la montée de l'Union nationale dans les années 80. C'est aussi un moment où les mouvements d'éducation populaire tendent à être moins forts, où la formation dans les partis tend à se réduire, où on n'est plus sur un format de parti de masse, mais un peu plus de partis de cadre. Et c'est une transformation qu'ont connue de nombreux partis. Et tout ça, ça a une incidence. Ça veut dire qu'au niveau local, c'est les associations qui ont porté en grande partie encore ce travail d'éducation populaire, de solidarité, de soutien. À l'heure d'aujourd'hui, les associations, elles sont mises en péril. Je veux dire, on a avancé un peu perfusé avec l'argent de la politique de la ville, une partie de ces structures, mais aujourd'hui, il n'y a plus de politique de la ville. On coupe les financements, il n'y a plus de contrats aidés, et les municipalités n'ont plus de marge de manœuvre. Et tout ça, ça a un effet à long terme dans ces quartiers, c'est que l'encadrement, la formation, l'éducation populaire, tout ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'une partie des militants qui aujourd'hui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, ils ont connu un cadre politique de formation qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, en grande partie, l'Assemblée des quartiers vise aussi à reconstruire ça. Reconstruire, bien évidemment, pas forcément identique, avec de nouveaux enjeux, avec aussi, dans ces quartiers-là, je le disais, une culture de l'auto-organisation qui existe, mais maintenant dans laquelle, effectivement, il ne s'agit pas juste de former de manière ascendante, verticale, mais plutôt d'apprendre à être indépendant, à savoir faire, à transmettre. Et c'est aussi ça, avec l'Assemblée des quartiers, qu'on voudrait reconstruire. Et bien évidemment aussi cette logique qui a été celle de nombreuses associations. Tu parlais du MIB sur la question de la double peine, qui est issue de mouvement d'immigration banlieue, mais aussi d'autres structures. Je pense par exemple quelque chose qui n'a rien à voir, qui est très organisé, c'est pas le même militant, mais le CCIF, par exemple, portait aussi secours à des victimes de violences islamophobes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je disais qu'il n'y avait pas d'agression très forte, ni de comité d'autodéfense qui avait besoin de se construire dans les quartiers, parce que, en fait, de fait, la ségrégation fait qu'il y a une très forte présence, les militants ne viennent pas, je veux dire, par la police, mais il y a quand même des tags sur des lieux de culte, par exemple, des femmes, je disais, qui se font agresser, parce que bien sûr, c'est souvent, on ne s'en prend pas forcément aux hommes, c'est souvent des femmes voilées qui, sur leur lieu de travail ou dans les lieux de transport, se font agresser. C'est aussi ça, cette vision, cet effet de l'extrême droite dans les quartiers. Donc de ce point de vue-là, là aussi, on le voit, les réseaux de soutien sont
les principales cibles. Et quand on disait l'extrême droite, il ne faudrait pas penser, par exemple, que c'est l'arrivée du RN le problème. Ça fait bien longtemps qu'on autorise les violences policières. Darmanin a fait expulser. Il y a des perquisitions qui sont faites au nom de nouvelles lois. Et tout ça, on n'a pas attendu que le RN fasse 140 ou 150 députés. En fait, cette montée de l'extrême droite, elle a infusé, pour reprendre ton expression, dans de nombreux partis. Tous les partis qui prétendent en fait à gouverner. Et on le voit aujourd'hui, et peut-être c'est encore plus clair aujourd'hui que ça ne l'a jamais été, c'est qu'en fait on a un gouvernement de droite, mais qui est sous le contrôle de l'extrême droite. Mais ça fait longtemps que ça existe. Maintenant, c'est formalisé par des législatives de manière encore plus claire. Mais déjà, Chirac, on avait cette logique-là. Quand on fait des sorties sur le bruit et l'odeur, c'est déjà montré qu'on a compris que la tendance, c'est celle-là et qu'on la reconnaît. Donc, pour cette question-là, pour expliquer la logique de l'Assemblée des quartiers, on n'est pas arrivé, comme les organisations politiques classiques ou des partis, sur le politique, les élections. Parce que dans ces quartiers-là, avant qu'il y ait un peu ce sursaut que je disais au présidentiel, d'abord déjà dès 2017, mais plus récemment 2022 et 2024 législatives, c'est parce que on a fait le constat que en fait, si on ne votait plus dans les quartiers et qu'on laissait voter, bien sûr, l'électorat mobilisé, nationaliste, raciste, c'était plus une option, en fait. C'était plus une option, et ce combat-là, on ne peut pas l'abandonner, mais il faut le reprendre. Mais pour le reprendre, là aussi, la gauche a un travail à faire. Je dis ça parce que, dans le cadre de l'Assemblée des quartiers, il y a eu aussi des réflexions sur les candidatures. Ces quartiers qui donnent les plus hauts scores au NFP, à la NUPES, sont ceux dont on va dire parachute dans certains cas, des cadres, des gens proches des organisations politiques pour aller dans ces territoires où ils sont sûrs d'être élus. Sauf qu'on le voit aussi, ça a des limites. Parce qu'il y a des militants, il y a des cadres dans les quartiers, il y a des gens qui ont une expérience militante qui pourraient tout à fait représenter. Et de ce point de vue-là, on a encore beaucoup de travail à faire. Et l'Assemblée des quartiers, c'est de dire aussi, écoutez, le travail de formation, c'est pas simplement les jeunes, c'est pas simplement, c'est les partis qui comprennent plus rien au quartier, c'est des élus municipaux qui disent à Inrix, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce qu'on fait peut-être. C'est ça aussi en fait, il y a tout ce travail de discussion, de formation, ça s'adresse aux élus, ça s'adresse aux cadres, ça s'adresse aussi à toute une partie de la gauche en fait, qui appelle à voter ou qui appelle des pompiers quand le feu prend, mais ensuite ne fait pas le boulot derrière. Ça veut dire qu'on ne répond pas ponctuellement à ces problèmes structurels. Ça veut dire qu'avec l'Assemblée des quartiers, notre logique aussi c'est de dire ok, vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est pas one shot. C'est pas on vient là, oui, c'est en fait envisager structurellement, localement, comment on peut changer ces choses-là. Parce que c'est pas, c'est de la violence dans les quartiers, etc., des problèmes divers, de pauvreté, même de drogue, il faut en parler aussi. Je pense que c'est quand même aussi ces problèmes-là sur lesquels la gauche doit être présente. Parce que derrière, c'est l'extrême droite qui fait ça. Vous allez en Italie, etc. Là, ils disent qu'ils sont les premiers à s'occuper des problèmes de drogue. Je dis ça parce que ça aussi, c'est dans la responsabilité, c'est ce qu'on veut transmettre aussi dans les quartiers. L'auto-organisation, c'est aussi de se dire on est capable aussi d'interrompre, de stopper certaines dynamiques par nous-mêmes. On n'a pas besoin tout le temps de l'extérieur, mais on doit aussi agir à notre échelle et retravailler sur nos solidarités. Parce que quand je parlais du milieu associatif, quand je parlais des difficultés économiques, etc., tout ça, c'est un cocktail. On le sait qu'il y a une influence considérable sur les capacités ensuite des gens. Et on ne les amène pas à voter quand on sait que derrière, il y a à la fois pas la bonne candidature, ou des fois, les quartiers ont pris leurs responsabilités, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont voté NUPES ou le Front Populaire simplement par adhésion complète et entière, ça c'est le discours des partis qui revendiquent les voix des électeurs, mais aussi avec tout un ensemble de réserves. Mais ils l'ont fait en responsabilité.
parce qu'on est dans une situation critique, et parce que dans les quartiers, en fait, quand on va avoir une Marine Le Pen, peu importe quel autre, Bardella ou ce qu'on veut, dans les responsabilités, même au niveau régional, il ne faut pas attendre le niveau national, on a les premières victimes, elles sont dans les quartiers. Premières expulsions, je disais aussi les perquisitions, etc., c'est dans les quartiers. Donc là aussi, il y a une logique un peu paradoxale de dire il faut se mobiliser maintenant, il faut même aller voter, et puis derrière, dès qu'il y a des représentants, dès qu'il y a des intérêts qui émergent des quartiers, on explique que non, ça ne va pas. Donc c'est aussi sur ce terreau-là en fait, que l'Assemblée des quartiers vise effectivement à reprendre le pouvoir, pas simplement au niveau politique, au niveau électoral, mais aussi dans toutes les instances, que ce soit des syndicats, mais que ce soit aussi des associations de parents d'élèves, que ce soit des conseils, des comités de locataires, des associations de locataires, etc. Tout ça, c'est des endroits où on peut prendre le pouvoir. On n'a pas dans une logique où le pouvoir n'est que le politique, mais on sait aussi qu'on ne peut plus se permettre de se passer de ça. Mais pour ça aussi, il faut qu'on sorte aussi de formes de paternalisme qui existent avec d'autres partis. Et donc là aussi, on vise à travailler ça sur aussi notre manière d'être élu. Voilà, parce que ça fait, peut-être on reviendra là-dessus, mais ça fait aussi partie de nos fonctions. On veut stopper le clientélisme dans les quartiers. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrit la vision aussi du politique et qui nourrit l'abstention. Merci beaucoup. Il y a Ashraf Manar de Destinalier qui nous a rejoint. Merci d'être là. On vient de parler d'auto-organisation, le fait de répondre aussi par nous-mêmes à nos problèmes, etc. Du coup, j'ai un peu envie de te donner la parole là-dessus, parce que Destinalier, vous faites beaucoup de communautés organisées. La question, c'est un peu, on a adressé un peu un constat à travers nos territoires et nos organisations sur la montée de l'extrême droite et comment est-ce qu'on la lit. Mais toi, et là, on était plutôt en train de dire comment est-ce qu'on forme des résistances locales, quelles sont les pratiques, les modalités d'action qu'on devrait développer. Est-ce que tu as envie de répondre à cette question à partir de Destinalier ? Totalement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je tenais absolument à être là parce que c'est une conversation que je trouve rare et super nécessaire entre des territoires qui parfois ne se parlent pas assez. Moi, je suis né en quartier populaire, mais j'ai grandi en milieu rural et j'y suis revenu. Et donc, j'ai constaté pendant ce chemin-là à quel point, justement, et tu disais très bien, et je suis tout à fait d'accord, l'extrême droite existe, les politiques d'extrême droite existent depuis très longtemps, et à quel point les pouvoirs capitalistes et fascistes s'organisent pour nous séparer, pour construire de la multitude. Tu donnais l'exemple de Jacques Chirac, et ça remonte même encore avant. 83 par exemple, il y avait des grandes crises, tournant de la rigueur, premier gros score électoral du Front National à Dreux, et puis ensuite c'était 5 meurtres racistes, la marche de 83. C'était le cas en 95, réforme des retraites, et puis ensuite loi immigration pour faire passer la pilule. C'était le cas en 2008 avec Sarkozy, grande crise économique, c'est le tournant de grande réforme d'austérité aussi, et puis ensuite c'est le grand débat national sur l'identité nationale et la stigmatisation des musulmans. Et c'est des anciennes techniques et qui sont toujours d'actualité. Crise économique avec Macron en 2023, grande réforme des retraites et juste après loi immigration. Donc on organise méthodiquement le capitalisme et le fascisme enchevêtrés, un baiser de la mort pour les classes populaires. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Et c'est pour ça que nos organisations, Destinalier, c'est une organisation toute jeune, donc on n'a pas le passif de toutes ces grandes belles organisations qui existent là, mais l'objectif, c'est de se dire, les jeunesses existent dans les milieux populaires, et on a envie de construire du commun. On s'organise méthodiquement pour les diviser. On reviendra peut-être sur justement cette fable des bourgs et des tours ou je sais pas quoi. Mais, juste après. Trépigne sur ces deux. Voilà. Nous, ce qu'on avait envie de dire, c'est de dire des jeunes existent, sont de classe populaire, et il s'avère qu'ils subissent aussi des questions de racisme et des questions de discrimination sur le genre, etc. On a des choses en commun et on a besoin de s'organiser collectivement. Donc ce qu'on fait, nous, c'est juste essayer d'abord d'écouter ces personnes-là, se dire que ce sont des personnes premières concernées, donc écouter tous les sujets qui les concernent. C'est pour ça qu'on ne rentre pas par une thématique, on rentre par un groupe social. Et il s'avère que ces jeunes-là ont plein d'enjeux sur la question du logement, sur la question du racisme, sur la question de l'islamophobie et du sexisme mêlés lorsqu'il s'agit par exemple de la question du voile. Nous, on a des jeunes qui découvrent, lorsqu'elles s'engagent, que lorsqu'elles vont faire un rendez-vous par exemple parlementaire au Sénat parce qu'elles ont envie de faire avancer des questions et participer à leur vie de leur pays, elles peuvent rentrer dans le Sénat, mais elles ne peuvent pas rentrer dans l'hémicycle. Et c'est vraiment plein de constatations d'à quel point
en fait, les premiers racialistes, entre guillemets, ceux qui nous disent toujours d'adresser la question de la race, ce sont les capitalistes et les fascistes. C'est eux qui divisent sur cette question-là. Et donc, on essaie de former, tout simplement, on essaie de s'organiser par nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on ne rentre pas dans les partis, qu'on ne rentre pas dans d'autres organisations. On a besoin de s'organiser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, tu le disais très bien. Et donc, on se retrouve, on fait du porte-à-porte pour aller écouter nos gens, pour aller remettre aussi le fait de se respecter, de construire de la dignité ensemble, de construire l'histoire, de comprendre l'histoire des luttes de nos aînés, parce qu'on ne vient pas de nulle part. Et c'est très, très bien le cas avec l'Assemblée des quartiers populaires et d'autres organisations. Donc voilà, c'est vraiment ce travail, il est tout neuf et c'est sur ça qu'on s'engage en se disant on a les ressources nous-mêmes pour constituer notre propre pouvoir et remettre dans la dignité dans nos luttes. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Merci. On va parler un peu autodéfense antifasciste parce que du coup, Tortille, avec le collectif de vigilance Antifa, vous êtes confronté, du coup tu l'as dit tout à l'heure en introduction, à une accélération en tout cas des attaques fascistes sur votre territoire. La question, oui, c'est comment est-ce que vous vous organisez, notamment, donc il y a un peu une focale sur défendre l'espace public, et ça intéresse aussi de savoir comment est-ce que vous organisez avec d'autres plus petites villes, notamment Guingamp, et sur aussi les enjeux autour de l'éducation populaire, de la formation dans vos milieux et aussi pour l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors la question de l'autodéfense aussi pour nous ça va être aussi une question d'unité et forcément du nombre et de formation. Donc comme je disais, voilà, les fachos ils sont capables de s'organiser, etc. Mais nous aussi, en fait, quand ils attaquent par exemple un local comme la Serre dont je parlais tout à l'heure, qui est un gros lieu militant à Saint-Brieuc où tout le monde passe, bah là en fait on voit qu'il y a plein d'organisations différentes, il y a plein d'idées différentes, et quand celui il est attaqué, bah, c'est à ce moment-là qu'on doit faire unité et qu'on doit s'organiser ensemble, et que c'est ce qu'on a fait malgré les idées différentes en fait. On a pu créer par exemple, dès l'automne dernier, après les nombreuses attaques qu'il y a eu la Serre, il y a une initiative qui a été lancée de se rejoindre en différents collectifs, en une association, en parti politique, d'organiser un front commun antifasciste en fait, qui a réuni de nombreuses organisations pour résister comme ça de manière unitaire. L'unité en fait on l'a construit localement depuis très longtemps, ça fait plus d'1 an qu'on l'a construit quoi. Et de pouvoir s'organiser, donc en fait de se dire qu'est-ce qui va se passer quand chacun organise une manifestation, comment on va s'organiser sur la sécurité, comment on va faire pour tous être présents. Il y a eu différentes choses qui se sont passées, hein. Par exemple il y a eu une grande manifestation Antifa à Saint-Brieuc, une manif régionale qui a réuni 3000 personnes, et c'est là qu'aussi se pose la question de l'unité avec les autres villes, parce que bah, l'intérêt d'avoir une manifestation régionale, déjà ça montre à Saint-Brieuc qu'on est nombreux, ça permet de se compter en fait, ça permet de montrer que l'espace public il est à nous. Et en fait cette manifestation elle a permis d'appeler plein de collectifs de toute la Bretagne voire du Grand Ouest qui ont tous répondu présents avec de nombreux cortèges de diverses organisations. Et là c'est aussi là qu'on voit l'importance des liens entre les différentes villes, les différents villages aussi qu'il y a, et de tous pouvoir être là et de se créer dès qu'il y a un truc dans une ville en Bretagne ou ailleurs, de pouvoir tous se déplacer et bouger quoi. Comme il y a eu à Calac, comme il y a eu à Saint-Brévin, on y est allé. Par exemple, je sais pas, quand il y a Zemmour qui vient à Brest, bah, on va tous à Brest. Quand les fachos ils tentent de faire comme à Calac ou à Saint-Brévin qui vont à Dole de Bretagne, bah, on va tous à Dole de Bretagne, eux ils sont 30, nous on est 200. Bon, on les a pas revus depuis à Dole. Et en fait c'est tout ça aussi l'intérêt de s'organiser ensemble, et c'est malgré différents collectifs aussi on a, comme tu le disais, une question de formation en fait, parce que tout le monde a des cultures différentes, des cultures militantes différentes, et tout le monde n'a pas forcément beaucoup entendu parler de sécurité militante, d'autodéfense, etc. C'est des choses qui sont nouvelles pour des personnes. Je pense à des personnes qui sont simplement engagées dans une cantine populaire, qui ont juste envie de bouffer quoi. Bah, c'est des trucs, tu t'attends pas forcément à te faire attaquer par des fachos quand tu vas en réunion pour te dire qu'est-ce qu'on mange demain quoi. Et donc c'est là qu'en fait c'est important de s'organiser, de se former ensemble, de se dire quels sont nos enjeux, à quoi on fait face, quelles sont les différentes attaques, que ce soit des attaques racistes, sexistes, et pouvoir s'organiser sur ces questions-là, donc organiser que ce soit de la formation sur de la boxe, etc. Donc ça peut permettre de rassurer les gens, de s'organiser sur des SO. Et tu parlais de comment on peut faire, par exemple dans les campagnes, à Guingamp, etc. Donc Guingamp en fait, c'est une petite ville, hein, il me semble que ça doit être 6000, 8000 habitants, un truc comme ça. Mais c'est un cas très particulier, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'est que bah, c'est un ancien club de Ligue 1, c'est une ville, il y a un stade qui peut accueillir 5 fois sa population, enfin c'est n'importe quoi.
Et historiquement, il y a par exemple le COP Rouge, qui est le club des ultras de Guingamp, en gros, qui est un club largement antifa, en fait, qui a été créé par des profs, qui est le rouge et noir de Guingamp, il vient pas de nulle part. Et récemment, depuis quelques années, on voit qu'en fait, il a été totalement récupéré par l'extrême droite, que quand on arrive dans le COP Rouge, en fait, c'est que des fachos, et c'est parmi ceux-là qu'en fait, on voit que l'attaque du 1er juillet dernier, il y en a qui viennent de Guingamp, il y en a qui viennent du COP Rouge, et que c'est là qu'on voit qu'il faut réinvestir aussi ces espaces populaires, en fait. C'est là qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer ça typiquement, il y a un collectif antifa qui s'est créé récemment à Guingamp. Au début, ils se disaient, ouais, qu'est-ce qu'on utilise comme logo et tout. Et en fait, c'est venu assez rapidement le stade, parce que même si le stade, pour nous, c'est les fachos, en fait, on s'est dit, non, on va pas leur laisser cette place-là, et on va récupérer le stade, et on va dire, non, c'est nous, c'est le stade, c'est Guingamp et Antifa, quoi. Et c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on n'est pas très nombreux dans la rue. Et la ville, elle est petite, et qu'est-ce qui se passe, c'est, il y a eu plusieurs agressions, etc., dans la rue, en marge des matchs. Et c'est difficile de s'organiser collectivement, même s'il y a un tissu social qui est très organisé, etc. à Guingamp, il n'y a pas forcément de gros collectifs antifa, c'est difficile d'avoir une présence et une riposte populaire assez large. Ça permet aussi, il y a beaucoup de collages, par exemple, de stickers à Guingamp, mais en fait, dans une ville de 6 à 8 000 habitants, il suffit d'être 3-4 de s'organiser en une soirée, mais la ville, on la recouvre, et en fait, on peut tenir une ville juste à quelques-uns, et de se dire que l'espace public, en fait, on l'a. Même si eux, ils vont toujours pouvoir être violents, même s'ils vont pouvoir faire quelques attaques, c'est pas eux qui auront la rue. Quand les gens, je sais pas, s'il y a des touristes à Guingamp, là je pense par exemple, il y a un match de Ligue des Champions qui va jouer à Guingamp dans quelques jours. Là en fait, ils vont arriver, ils vont voir la gare elle est repeinte, il y a des tags antifa de partout. Toute la ville, elle est repeinte. Et en fait, c'est ça aussi, c'est quelle image on montre de nos villes. Qu'est-ce que les gens, ils vont avoir comme image de la campagne, etc. Et ça permet aussi d'avoir une forme d'espoir en fait, et ça rassure totalement de voir que ils ont pu faire quelques attaques, mais nous on s'organise et nous on est toujours présents dans la rue, quoi. Merci beaucoup. J'ai un peu envie d'aborder du coup un débat qui est très politico-médiatique, mais qui forcément nous impacte toutes et tous. Mercredi dernier, Ruffin est à la télé pour renouveler sa critique qui porte auprès de LFI en disant que la France insoumise, mais il accuse plus ou moins une grande partie de la gauche et des forces de gauche de s'adresser seulement aux métropoles, aux grandes villes et en particulier aux jeunes et aussi aux personnes issues de l'immigration. Et de délaisser du coup les territoires ruraux. Donc on a l'impression qu'il y a deux France, la France des tours et la France des bourgs, et qu'il y a donc cette division territoriale. J'aborde le sujet, déjà parce que c'est bien de mettre un petit peu de débat, et puis aussi de voir, mais c'est surtout de se poser la question de comment est-ce que ça nous impacte nous, organisation, enfin vous en particulier, organisation non partisane qui milite en dehors des partis politiques et sur lesquels tous ces débats ont quand même des effets aussi dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif. Donc j'ai un peu envie de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a deux France, la France des bourgs et la France des tours, qu'elle serait irréconciliable, ou qu'il faut prioriser à qui est-ce qu'on s'adresse, et que c'est absolument majeur d'ailleurs de prioriser pour lutter contre l'extrême droite. Vincent, j'ai envie de te donner la parole en premier pour répondre à cette question. Oui, pour faire le lien avec juste le point d'avant, déjà je pense que pour nos associations, elles sont très, très différentes les unes des autres, mais il y a quand même un enjeu très important à maintenir une autonomie forte, c'est-à-dire que en gros, que ce soit nous comme l'association intermondialiste, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations de quartier ou des collectifs locaux, on ne doit pas lier son sort en parti politique, y compris ceux du nouveau Front populaire, et en même temps on est aussi sommé, d'une certaine façon, de par la situation, à ne pas délaisser le champ politique. Et on est un peu dans cette entre-deux beaucoup plus forte qu'on l'était avant les élections de juin sur ce truc-là. Et on va voir comment les choses évoluent. On va voir aussi comment le nouveau Front populaire évolue, mais c'est sûr qu'on a un intérêt beaucoup plus
fort qu'il y a 6 mois encore vis-à-vis du champ politique, qui doit aussi hausser notre niveau d'exigence. Disons que l'unité de la gauche, c'est bien, ça permet effectivement ce qu'il était raconté sur l'histoire de Marseille, on n'est pas obligé de participer trop aux embrouilles des partis. Bon, et en même temps, on n'est pas indifférent complètement à quelle est l'orientation majoritaire à gauche, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche qui peut porter ou soutenir ou prolonger nos combats et nos revendications, et il y a une partie dont on sait, et elle n'a pas disparu en 2017, qu'on la trouvera toujours face à nous, et les rapports de force dans ce champ-là, ils nous intéressent aussi. Bon, ensuite sur le débat que tu viens d'évoquer, la division territoriale, moi je pense qu'effectivement c'est un piège qui se referme sur nous en partie, donc il faut réouvrir le débat. Bon, ça a été beaucoup porté par un géographe plus ou moins sérieux sur en gros la France périurbaine, et puis les Gilets jaunes ont semblé donner une certaine consistance à cette pseudo-thèse sociologique ou géographique, mais ça a été surtout beaucoup relayé par l'extrême droite, et puis repris sous des formes variées par différentes personnalités politiques. Bon, en gros, clairement, il y a un sous-entendu raciste dans cette thèse-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'il dit, et c'est pas ce que Ruffin dit, bien entendu, mais ce que l'interprétation que certains en font, c'est que oui, en gros, il y a la vraie France, qui est la France qu'on n'entend pas, la France qui se lève tôt, comme disait Raffarin il y a quelques années, voilà, la France qui travaille dur, et c'est la France qui ne revendique pas, il y a aussi la France qui se tient sage d'une certaine façon, contre en fait la France qui profite, et ceux qui profitent, on voit bien que a priori ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ou la bonne religion, ou la bonne origine supposée. Donc ça, effectivement, il faut arriver à briser un peu ce truc-là, et c'est pas, à mon avis, en acquiesçant au constat qui est fait. C'est-à-dire qu'on pourrait, comme disait l'autre, penser que il y a des bonnes questions mais des mauvaises réponses. Non, le constat il est biaisé, et il est en partie biaisé parce qu'en fait on fait des territoires des espaces homogènes. Bien entendu, il y a des réalités sociologiques qui ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, mais comme l'a dit Joël, d'une part, l'idée de penser que en gros les territoires urbains, les banlieues, etc. seraient privilégiés d'un point de vue des politiques publiques, des finances publiques par rapport à des territoires ruraux, c'est faux, globalement, c'est pas ce qu'il faut. Voilà, donc ça, il faut bien remettre en question ça. Et puis par ailleurs, si on prend les territoires dits périurbains ou ruraux, ou en tout cas à l'extérieur des grandes villes, comme dans les grandes villes, il y a aussi des classes à cette échelle-là, et que ce n'est pas des territoires socialement homogènes. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont privés d'emploi, il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui voilà, et il y en a qui profitent. Et du coup, penser qu'effectivement on va dessiner un paysage de la France à partir du clivage ville versus campagne, ça, en fait, ça, contrairement par exemple à Ruffin qui pense par ailleurs des choses intéressantes sur la question du travail, et j'y reviendrai, ça brouille les cartes sur, en gros, voilà, par où passe le clivage de classe aujourd'hui dans notre pays. L'autre chose, à mon avis, qu'il faut essayer de voir, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a de commun parmi les classes populaires de ces territoires, et en même temps bien avoir en tête que oui, il y a du commun, et oui, il y a des spécificités, notamment la question du racisme qui ne touche pas toutes les populations de la même façon. Et les personnes racisées, il n'y en a pas que dans les grandes villes et les banlieues. C'est-à-dire qu'en fait, le racisme, il est aussi vécu dans des espaces ruraux, et ça, bien sûr, ça, il ne faut pas du tout invisibiliser la chose. Dernier élément, je vais passer la parole, j'ai déjà été trop long. Je voudrais revenir sur la question du travail. Il y a toujours une confusion entre la défense du travail, c'est
pas ce que ça veut dire véritablement, et la défense des travailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, la défense des travailleurs, la reconstruction d'organisations syndicales, le travail très local aussi, de notamment travailler à l'échelle d'un territoire sur comment structurer l'emploi. Par exemple, si on regarde tous les territoires où il y a beaucoup de logistique, parce que la logistique, c'est le secteur du monde ouvrier qui est en croissance depuis un certain nombre d'années en France. Ça maille quand même beaucoup de territoires. Quelle action militante, syndicale en particulier, on a autour de ces zones-là, qui sont effectivement des zones pas faciles d'accès d'un point de vue militant et qui ne correspondent pas forcément à la sociologie classique des militants de ce qui reste de la gauche et du syndicalisme. Mais il y a un enjeu majeur à remobiliser les équipes militantes, remobiliser les équipes syndicales sur ce type de secteur, parce qu'effectivement c'est là aussi où se joue la reconstruction d'une solidarité du monde du travail. Merci. Ashraf, j'ai envie de te faire rebondir parce que je pense que vous pouvez vous retrouver sur certains points qu'a énoncé Vincent. Je crois aussi que ton organisation du Destin Lié veut se saisir vraiment de cette question de la France des bourgs et de la France des tours. Peut-être pour y répondre ou pas, à toi de nous dire. Je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a un préjugé raciste lorsqu'on construit cette fragmentation. Il y a des quartiers populaires dans les territoires ruraux. Les territoires ruraux, ça ne peut pas être pris non plus comme une masse homogène. Un ancien bassin désindustrialisé, ça n'a pas grand-chose à voir avec un ancien bassin minier ou avec une zone agricole. Enfin, moi par exemple, j'ai grandi en Haute-Loire dans le Massif central. C'est pas la même chose dans le Grand Nord. Enfin, voilà. Donc il y a une essentialisation par cette notion-là, et du coup, moi, le problème qu'elle me pose, c'est qu'elle nous fait passer d'une discussion qui devrait être verticale, c'est-à-dire dominant-dominé, à une discussion qui est horizontale entre des groupes qui sont majoritairement dominés. Moi, avec des réalités sociologiques différentes, mais pour moi, c'est ça la vraie question et le vrai problème là-dessus. Et pour moi, ça repose sur quelques mécanismes qui sont un peu communs entre des personnes qui habiteraient dans des quartiers populaires, dans des territoires désindustrialisés, dans les zones rurales, agricoles, etc. Il y a un premier processus, je trouve, qui est celui de la déshumanisation. C'est-à-dire que peu importe, dans ces classes populaires-là, il y a un processus de déshumanisation. Dans les quartiers populaires, c'est le cas, notamment spécifiquement sur la question de l'immigration, du racisme. Fanon disait, lorsqu'on veut parler aux post-colonisés, aux colonisés à l'époque, on utilise un langage zoologique, c'était le bruit et l'odeur. C'est les barbares, ce sont les indigènes, les violents, l'arabe violent, etc. Tous ces clichés un peu qui ont l'attendu. Mais c'est le cas aussi pour les classes populaires qui habitent dans ces territoires-là plus reculés, avec justement ce cliché de l'homme grégaire, le pauvre, etc. Ce sont des clichés qui ont la dent dure. Et donc, on surenchérit sur les thèses du RN lorsqu'on renforce cette fracture entre ces territoires-là. Ça, c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est que pour moi, ça renforce, ça tient aussi sur le fait qu'on désancre géographiquement de façon volontaire les personnes qui habitent dans ces territoires-là. C'est le cas pour toute l'immigration post-coloniale qui justement, ça a été montré par exemple par Fatima Wassak dans l'écologie populaire, etc. Comment on peut défendre notre terre si jamais on est toujours renvoyé au fait qu'elle ne nous appartient pas, lorsqu'on doit décéder par exemple, lorsqu'on doit être enterré, lorsqu'on doit se marier, est-ce qu'on a nos proches auprès de nous, etc., etc. Donc un désancrage géographique, et c'est aussi un processus qui a existé pour des classes paysannes par exemple, qui ont dû faire cet exode vers les villes. Et tout ça, ça constitue de la désunion. Et je mentionnais tout à l'heure, lorsqu'on utilise des grandes réformes sociales, comme des antisociales, comme la réforme des retraites, on mobilise toute une partie de la population qui est souvent blanche dans les syndicats, etc. Et qu'ensuite on la maquille avec une loi immigration ou raciste, qui du coup, vu qu'on a épuisé la force du peuple et l'énergie du peuple, on trouve les racisés très très seuls dans ces luttes-là. On organise mécaniquement cette désunion. Donc pour moi, ce sont ces processus. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup cette notion de France des tours et France des bourgs, parce qu'on renforce cette stigmatisation-là. Et c'est la même chose, ils utilisent une deuxième notion qui est la France des quartiers et la France des clochers. Donc là aussi, on renforce cette idée un peu basée sur la religion. Enfin, ce préjugé-là, pour moi, n'est pas un préjugé qui est bon. Et donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la notion de classe
Et aussi un deuxième point qui me paraît important, c'est que travailler sur la notion de classe n'exclut pas le travail sur la notion de la race et de la discrimination. Moi, je ne pense pas qu'on peut unir justement ces classes populaires en auscultant complètement la question de la discrimination, de l'islamophobie, etc. Par exemple, par la question du travail. Ce n'est pas suffisant. Et si on fait ça, il y a un grand problème justement de combat collectif. Et là aussi, je reprends pour finir juste Fanon qui dit que, et j'en viens au lien avec les partis politiques, c'est le peuple qui doit s'armer d'un sommet. Et donc, il doit y avoir un processus de conscientisation collective dans le peuple, et donc travailler sur la question du racisme et la politiser à fond, même dans ces territoires ruraux qui sont en majorité blanche. Il faut le faire, sinon enfin, on ne peut pas en faire l'économie. Et justement, à ce sommet-là, il doit y avoir un sommet collégial qui travaille sur le fait d'être le plus possible accroché au peuple. Et c'est là que je le connecte aussi avec la question de la représentativité, qui est un vrai sujet. Ce n'est pas une aumône, la représentativité. Plus on déconnecte le sommet, donc du coup les endroits où se décident les grands mouvements politiques et électoraux, plus on se décorrèle du peuple, et c'est ce qui fait le lit de l'extrême droite et qui renforce encore cette séparation. Donc voilà, c'est pour ça que nous on a envie de faire ce travail-là sur les prochaines années, de travailler sur des jeunes qui sont issus de ces milieux populaires et d'affronter frontalement la question de la classe et de la race, mêlés les uns aux autres pour se comprendre et pour élever notre conscience collective. Merci beaucoup. Est-ce que les personnes qui vivent dans des plus petites villes, ou peut-être Alizé d'abord sur Marseille, est-ce que tu as envie d'intervenir sur ce débat? Qu'est-ce que tu penses Nous, étant à Marseille, on est dans une grande ville, on voit plutôt des oppositions à l'intérieur de la ville entre les différents quartiers, et la réserve citoyenne est avant tout née au centre-ville de Marseille, avec quand même des ancrages forts dans certains quartiers populaires. Et nous, là, la question qu'on se pose plutôt, c'est comment, à l'échelle d'une ville, alors certains disent, vous lâchez souvent, Marseille est un quartier populaire, c'est vrai et faux à la fois. Donc comment, à l'échelle d'une ville, en fait, créer des alliances, des ponts entre potentiellement différents mouvements. L'objectif n'est pas d'être unitaire et hégémonique entre guillemets, mais plutôt créer des alliances, des coalitions pour essayer de faire dialoguer les différents espaces et les différents mouvements. Et à Marseille, on voit, il y a des à une rue près, c'est un vote très LFI, Nouveau Front Populaire, ou un vote très extrême droite. Donc je crois qu'il y a aussi, même à l'intérieur même de la notion de quartier populaire, en fait, des clivages à raison. Merci. À Commercy, du coup, parce je vais passer la parole à Joël sur. On parle là, on entend, il y a plein de gens qui étayent ça, qu'il y a une continuité en fait, en vrai, entre de conditions de vie, entre des gens qui vivent dans les quartiers populaires et des gens qui vivent dans les bourgs, notamment dans les habitats collectifs, qu'ils soient des HLM ou pas, dans des petites villes ou des moyennes villes. Est-ce que du coup tu adhères plutôt à ce discours-là, ou est-ce que tu te dis, bon, oui, je suis d'accord que c'est peut-être pas une super façon, une super formule, la France des tours et la France des bourgs, mais il y a quand même des nuances à apporter. Moi, je suis hyper mal à l'aise avec cette formule des tours et des bourgs. Déjà parce qu'il y a des tours dans nos bourgs, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, dans nos bourgs il y a des tours, et dans ces tours il y a des réalités sociales qui n'ont rien à envier à des grandes villes, des métropoles, etc. On a les mêmes problématiques de violence, de drogue, de machin. Enfin, il y a des réalités sociales qui sont similaires, qui sont encore différentes, mais similaires quand même. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup prisonnier des. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps prisonnier des grilles d'analyse. On a l'impression de chercher tout le temps dans l'INSEE les réponses de pourquoi le vote RN il est comme ci, il est comme ça, pourquoi c'est. À trouver des explications dans les statistiques. Et du coup, ça nous fait passer à côté d'une géographie du sensible, une géographie culturelle, une géographie sensible, des bassins de vie, d'arriver à casser les frontières territoriales pour aller au-delà des frontières territoriales et chercher un peu des réponses au-delà des frontières que nous, des frontières administratives en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce que par exemple, nous, dans les bourgs en question, c'est aussi une géographie des sociabilités en fait. On ne fait pas une géographie des sociabilités. Les lieux de sociabilité, ils sont les mêmes dans une petite ville. Les gens, ils vont tous au même bistrot, ils vont tous au même parce qu'il n'y en a pas deux en fait. Il y en a un.
ils vont au même magasin, ils vont au même bistrot, et en fait ça crée une mixité sociale. Donc là, même la lecture des classes sociales, elle est compliquée en fait. Elle est compliquée, je trouve, et donc on doit faire vraiment très attention à nos grilles d'analyse et essayer des généralités qu'on fait dans les grilles d'analyse. Je pense que chaque territoire a ses singularités, on a énormément de calques d'analyse et ça nous demande de rentrer en profondeur dans la compréhension du territoire où on est et surtout de dégager sa singularité et surtout pas de faire des généralités et d'essayer d'en tirer des grilles d'analyse qu'on pourrait plaquer ailleurs. En fait, je pense que chaque territoire doit être analysé par ce qu'il est singulièrement et trouver comment dans ce territoire notre action elle est singulière par rapport à sa réalité, par rapport à notre réalité de vie en fait. Et je pense que là on va sortir un peu des espèces de mécanismes un peu plaqués qu'on a actuellement, des trucs hyper descendants dans les politiques. Enfin voilà. Ouais, pareil, enfin, moi, et aussi, il y a un truc qui m'a un peu frappé aussi dans ce truc, j'ai entendu beaucoup de gens dire, dans la compréhension du vote d'extrême droite, oui, ces gens ils sont précaires, etc., etc. C'est pas les plus précaires qui ont voté à l'extrême droite, oui, ils sont massivement abstenus en fait chez nous. Ceux qui ont voté massivement à l'extrême droite, c'est la classe moyenne qui a pris des crédits à la consommation, qui de fait boucle difficilement les fins de mois parce qu'elle est victime de l'inflation, et c'est elle qui a massivement voté à l'extrême droite. Enfin, je peux le dire là pour le coup dans les statistiques, si on les retire, c'est quand même ça que ça dit. Et c'est pareil sur le mouvement des Gilets jaunes. Les analyses de gauche sur le mouvement des Gilets jaunes ont été assez agaçantes, pour ne pas dire scandaleuses en fait. Il y a vraiment eu une espèce de truc plaqué de lecture de classe un peu basique sur le mouvement des Gilets jaunes qui a pourtant mélangé des gens de classes différentes, d'origines différentes, de quartiers différents, de réalités sociales différentes et qui se sont retrouvés autour d'une même idée, d'une même sensation et qui ont quand même créé des convergences incroyables et qu'on a assez mal comprises, assez mal ressenties et qu'on a surtout très mal jugées en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé aussi à ce moment-là et que ça nous met un peu une grosse claque aussi sur beaucoup de choses. Et notamment, dans notre département, il y avait 10 000 gilets jaunes, ils ont bloqué absolument tout le département, tous les endroits, tout était bloqué. Commercy, sur 5 000 habitants, il y avait 500 gilets jaunes, ça fait 10% de la population qui est sortie le jour même, le 17 novembre. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à comprendre en fait, et ça transcendait les questions de classe, et ça a besoin d'être compris plus dans le sensible et dans autre chose que des grilles d'analyse. Ouais. Bon, bref, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi c'est ce que je ressens fondamentalement. Voilà. Merci. Plus de ça, ce que je vous propose, ce que je vois que le temps file, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de conclusion. Peut-être des gens qui n'ont pas pu répondre à cette question, donc on pourrait prendre un peu plus de temps. Du coup, pour reboucler, on se posait la question quand même dans ce débat, de dire comment est-ce qu'on forme des résistances locales pour lutter contre l'extrême droite et reconstruire l'avenir. On voit qu'il y a beaucoup d'analyses et aussi d'enjeux qui ont été brossés là dans nos échanges. On a beaucoup parlé d'auto-organisation, mais finalement de comment est-ce qu'on recrée des collectifs un peu partout qui allient les classes populaires entre elles, et comment on croise les différents enjeux dont elles sont victimes. Il y a aussi beaucoup, finalement, on en a un peu moins parlé, mais c'est un peu en creux dans ce que vous dites. On n'est pas assez de militants et militantes en réalité. Si on voulait former des résistances locales un peu partout, pouvoir assurer des présences militantes dans des endroits où il y a peut-être moins de gens, moins de relais de gauche, et ben, ça va évidemment comment est-ce qu'on fait. Et ça pose aussi des enjeux de comment est-ce qu'on est ouvert, comment est-ce qu'on recrute des personnes, mais comment est-ce qu'on forme aussi les personnes, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir des militantes et militants qui restent joyeux, qui ne sombrent pas dans la résignation et le sentiment d'impuissance, et surtout pas dans l'épuisement. Donc comment est-ce qu'on fait ça, avec tous les enjeux et toutes les questions que pose la formation militante. Et puis il y a aussi peut-être la pénétration des idées d'extrême droite dans nos milieux. Ce qu'on voit bien là, il y a des débats et des formules, donc la France des bourgs et la France des tours, même si bien sûr la formule n'est pas Ruffin, pour faire l'avocate du diable, ne cherche pas à opposer, mais finalement en promouvant l'alliance de la France des bourgs et la France des tours, finit par créer de la division et du clivage. Mais du coup
on voit bien que ça induit plein d'autres idées, hein, parce qu'après, quand on va expliquer sur le plateau télé qu'on fait des campagnes au faciès, vous voyez que ça pose quand même question. Hein. Du coup, il y a cette question de la pénétration aussi des idées entre nous, dans les militants, et puis des combats un peu plus larges qui dépassent les résistances locales, mais qui s'attaquent à des grosses cibles parce qu'elles mènent une bataille culturelle féroce. Donc je pense à Bolloré, parce que vous savez que dans les cartons il y a une campagne contre Bolloré. J'essaye de dire ça un peu pour vous inspirer sur votre phrase de conclusion, qu'elle soit efficace et rapide. Qui veut commencer? Peut-être, ça fait longtemps que Torti, on t'a pas entendu. Ça fait beaucoup d'un coup, mais je vais essayer. Déjà sur la question précédente, sur les divisions, je ne vais pas forcément répondre à la question précise des bourrées des tours, etc. Mais nous, localement, par exemple, sur les questions où il faut qu'on s'améliore, ça va être sur ville et campagne, quoi. Enfin, Saint-Brieuc et campagne alentour. Et en fait, récemment, ce qu'on voit de plus en plus, c'est on se pose la question de, ouais, on a des villages qui sont perdus, mais comment on les réinvestit? Et on se dit, il y a toujours la question de comment réinvestir un village. Est-ce qu'on va, c'est bizarre quoi d'aller dans un quartier comme ça et de se dire, nous on vient pas de là, mais on va faire une action. Et en fait, ce qu'on voit dans des AG Antifa, par exemple, nous du Front commun antifasciste que je parlais, où c'est, en fait, les gens ils viennent de partout. En fait, on se rend compte dans les AG que y a des gens, ils viennent à Saint-Brieuc, ils font 3/4 d'heure de route, ils viennent à Saint-Brieuc et en fait, ils viennent de leur petit village. Mais en fait, nous, si on va dans les petits villages, on a déjà les gens là-bas, quoi. Et mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens ne s'organisent pas? Et en fait, on voit aussi que c'est là qu'il faut s'auto-organiser, c'est là qu'il faut... Il y a la question de la mobilité, en fait, aussi, et de la sécurité. C'est que pourquoi une personne seule dans son village ne va pas s'organiser? C'est parce que tout le monde se connaît, en fait. C'est parce que s'il fait quelque chose, s'il va faire un collège, si quelqu'un le voit, tout le monde sait où il habite, et c'est se mettre en danger personnellement. Et on a vraiment des gens qui ont peur de faire ça dans des collectifs antifa, etc., qui habitent dans les petits villages et qui savent que c'est impossible de se montrer, quoi. Et c'est là qu'il faut s'organiser pour se dire, ouais, on va faire des échanges, en fait, on va bouger. On va aller sur Guingamp, on va aller sur Club, on va aller à Arquillon, j'en sais rien, on va bouger comme ça dans des villages, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Et sur la question aussi d'organiser des résistances et de se former, c'est que ouais, on voit qu'il y a beaucoup de réalités différentes, que ce soit dans les villages, dans les villes, et beaucoup de manières de militer différentes, et de cultures militantes différentes, comme je le disais déjà tout à l'heure, et que c'est là qu'il faut se former et qu'il faut lutter aussi au sein de nos collectifs pour faire face à toute dérive fasciste, toute dérive sexiste ou toute dérive raciste qu'il peut y avoir. Et c'est là qu'on voit par exemple, je sais pas si dans un local antifa, dans un bar antifa en pleine campagne, on voit que ouais, il y a une conférence transphobe qui a été organisée par des vieux antifa. En fait non, on va y aller, on va refaire une contre-conférence et on va expliquer ce qui s'est passé. Et que c'est là aussi qu'on lutte dans nos propres milieux pour former les gens et faire face à tous les conflits aussi qu'il peut y avoir. Je pense par exemple à Rennes récemment, il y a le collectif, je parle de trucs hyper précis, hein, mais le collectif Résistance qui se présente comme un collectif écolo et qui en fait, ça va attirer beaucoup de monde qui peuvent venir à gauche, etc. Mais en fait, c'est des collectifs qui sont totalement confus. C'est des collectifs qui sont transphobes, qui vont être sexistes. Et c'est là qu'il faut aussi y aller, leur laisser aucune place et montrer que non, on a nos organisations, on a nos agents antifa, on a des agents antispécistes et en fait c'est comme ça qu'on lutte, quoi. On va laisser aucune place aux confus, on va laisser aucune place aux bonapartistes. Et sur les restes des questions de formation, c'est en fait il y a la question de la formation interne, mais comment on va se former pour lutter contre l'extrême droite? En fait il y a plein de choses à faire pour lutter contre l'extrême droite. Déjà il y a se former personnellement, se faire union. Mais il va y avoir aussi, pour lutter contre l'extrême droite, en fait, il faut la connaître. C'est tout con, mais il faut vraiment la connaître. Et il faut savoir localement qu'est-ce qu'il y a. Localement, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs organisations, qui sont les militants d'extrême droite. Et là, ça va être typiquement des questions de fichage, des questions de lui on sait où il habite, lui on sait voilà. Et en fait, c'est toujours la question de tenir la rue. Et c'est la question de on va leur laisser aucune place. Et en fait, j'ai pas envie de dire moi j'ai envie d'aller leur parler aux fachos, etc. Et j'ai envie de les convaincre. Non, en fait, là on n'a plus le temps.
je sais pas, il y a des skins ou quoi qui nous font chier. En fait, on va pas attendre comme avant la rédemption maintenant des vieux skins qui ont 30 ans de plus et qui ont leur acte de rédemption, donc maintenant ils sont plus gentils. Non, ça, on n'a pas 30 ans à attendre sérieux à les convaincre, quoi. Et on va juste leur laisser aucune place et on les laisse pas s'organiser, on a très peur, quoi. Et s'ils s'organisent, on les dégage. Et c'est toujours ça aussi la question, en fait, c'est on prend toujours la rue, quoi. C'est vraiment l'une des raisons principales de l'antifascisme, c'est on serre les coudes et en fait on y va, quoi. Merci beaucoup. Pour faire le contraste peut-être sur les modalités d'action. Ouais, juste donc 3 mots de conclusion. La première chose, je rebondis sur ce que disait Joël sur la diversité des territoires. Je pense qu'effectivement c'est important et dans le travail militant de comprendre dans quel territoire on habite. C'est-à-dire que c'est pas seulement habiter, mais c'est connaître son histoire, connaître sa sociologie, connaître ses lieux de travail, connaître ses lieux de consommation, etc. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Je suis convaincu sur ce que tu disais sur la question des gilets jaunes, dans le sens où je pense que moi c'est le mouvement social de ces dernières années qui me semble le plus important dans ce que ça dit, en tout cas de pas de beaucoup de choses. Par contre, je pense que c'était pas un mouvement transclasse, c'était d'abord un mouvement de différentes fractions de classes populaires, pas l'ensemble des classes populaires. Et voilà, on voit, quand on regarde les enquêtes sur les budgets par exemple de la plupart des participants aux gilets jaunes, c'est quand même la question des gens qui ont des problèmes de fin de mois pour une grande majorité d'entre eux. Bon, sauf que ça s'est fait sur la question des budgets, donc de quelles ressources, moins sur la question de, par exemple, la dureté au travail, qui était pourtant très présente dans le ressenti et les discours des Gilets jaunes, mais moins en termes de revendication. Ça interroge sur comment est-ce qu'on interprète et comment est-ce que aussi la question strictement économique au sens premier du terme, elle ne doit pas effacer par ailleurs d'autres choses auxquelles beaucoup d'entre nous sommes confrontés, notamment la dureté des conditions de travail, de précarité, de boulot, etc. La troisième chose, c'est effectivement qu'il faut arriver à reconstruire du positif et des choses qui ne soient pas seulement du défensif. Je prends une question classique, mais en même temps qu'il faut retravailler la question des services publics. En gros, pour le dire vite, il ne faut pas laisser la question des services publics aux fonctionnaires, aux seuls fonctionnaires en tout cas. Ce n'est pas une défense corporatiste, la défense du service public, et très longtemps ça a été souvent construit un peu trop comme ça. Et je crois qu'il faut reprendre aussi le terrain sur des questions qui sont basiques pour la gauche, mais aussi réinventer des services publics à l'aune des besoins sociaux et environnementaux contemporains. Quatrième point, effectivement, des grosses cibles, on en a aussi besoin. Bon, nous, effectivement, on a investi avec d'autres organisations contre Bolloré. On peut travailler aussi sur, à la fois, bien sûr, le rapport entre ce que c'est qu'un média d'extrême droite, mais aussi ce que c'est qu'une entreprise d'extrême droite qui va piller les richesses dans les pays du Sud. Bon, ça, on pourra y revenir plus tard. Et puis, dernière chose sur la question de formation, moi, j'étais ultra intéressé par tout ce que vous avez dit. Bon, nous, ça a toujours été un enjeu, mais on se pose pas mal de questions sur comment faire, et je pense qu'il faut mutualiser, échanger aussi des choses. Et je lance une petite invitation, il y aura donc l'Université d'été des mouvements sociaux 2025 à Bordeaux en août prochain. Donc on espère vous retrouver, vous inviter, aussi continuer à discuter de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça va venir notre conclusion ? Oui, j'ai pas pris la parole sur ce débat, parce que avec l'Assemblée des quartiers, bien sûr, on est très souvent réduit à vous êtes ancré, etc. Oui, on revendique d'être ancré, il n'y a aucun souci, mais par contre aussi, ce qu'on travaille, et c'est ça aussi la formation, c'est avoir aussi cette conscience de nos spécificités, cette conscience du commun, parce que bien évidemment que les stratégies division des classes populaires, c'est pas nouveau. Moi j'ai grandi dans un territoire rural, on préparait les gens mentalement, l'extrême droite, à leur dire, vous voyez, c'est un grand fantasme, mais l'extrême droite a beaucoup marché par les fausses informations, avant même qu'on ait les réseaux sociaux, il y en avait déjà des fausses informations, et on disait, on va vous envoyer, c'était ça, les grandes villes, on va vous envoyer des gens des cités. Et ils vont venir chez vous et ça va être le bordel. C'était ça un des gros fantasmes, Lot-et-Garonne 1995. C'est ça cette réalité-là. Et puis il y a des saisonniers qui travaillent parce que c'est un département agricole. Ils travaillent tous les ans depuis des décennies et puis un jour ils s'installent avec leur famille parce qu'ils ont marre de faire des allers-retours avec les pays de l'Est, avec le Maroc, etc. Et là c'est la prophétie qui se réalise.
ne savent pas, hein, bien sûr, qu'il n'y a rien de commun entre des gens qui habitent dans les logements sociaux dans le chef-lieu de département et voilà, des ouvriers agricoles qui s'installent en France. Mais ça marche beaucoup comme ça. Et donc il y a un travail déjà, je pense, très important pour déconstruire aussi tous ces discours. Mais même dans les quartiers, il y a aussi des fausses informations, il y a aussi de la manipulation. On parlait de Soral, de tous ces confusionnismes aussi qui tentent aussi d'influencer, d'avoir un impact dans ces quartiers. Et ce travail de formation, il est là aussi pour rappeler une réalité. Une réalité, c'est que déjà dans les quartiers populaires, mais dans les classes populaires de manière générale, il y a une histoire des luttes qui existe. Et malheureusement, elle n'est pas écrite dans les livres d'histoire. Malheureusement, on ne retrouve pas ces représentants à des postes politiques pour qu'ils en parlent, etc. Et avec l'Assemblée des quartiers, c'est aussi ça en fait, c'est redonner de la dignité, retrouver aussi la mémoire sur ces questions-là. Et le travail, il passe aussi par ça. Ça veut dire comprendre qui on est. Les réseaux sociaux, là aussi, vous embrouillent beaucoup sur qui vous êtes. Ah oui, vous appartenez à la classe moyenne, vous êtes racisé, vous êtes... En fait, nous, c'est de dire aussi, on part d'où on habite, d'où on a grandi, de notre trajectoire. Si on est immigré, on a une trajectoire migratoire. Mais on peut être un immigré de l'intérieur. Il y a plein de gens qui ont grandi en campagne et vont dans les villes pour trouver du boulot. Il y a plein de ce type de trajectoire-là, des gens qui restent aussi, les travaux de Benoît Coquart sur ces questions-là. C'est important aussi, dans ce travail de formation, de se conscientiser sur qui on est. Pour comprendre aussi pourquoi ces intérêts ne peuvent pas reposer sur les propositions d'un Bardella, etc. Ça aussi, c'est important. Qu'il y a, au bout d'un moment, on joue sur... on parlait de ces clivages-là, vous parlez de cette anecdote-là sur ce fantasme-là, parce que ça vient de là, en fait, aussi. Cette opposition fausse, parce qu'on le sait très bien que si on regarde les intérêts strictement économiques, il y a bien plus en commun parmi toutes les classes populaires que ces différences de territoire. Il y a bien évidemment aussi des intérêts spécifiques, et on n'est pas là non plus pour les ranger sur le tapis. Bien sûr que les questions de racisme sont structurantes. C'est un problème, par exemple, que la gauche n'arrive pas à porter, par exemple, un projet pour une nouvelle école et un service public de l'éducation digne. C'est un problème que, de manière générale, la question de l'antiracisme soit toujours hiérarchisée dans des propositions comme étant pas la priorité parce que ne concernant pas tout le monde. Ça fait partie de toutes ces difficultés-là, en fait. L'approche hiérarchique est une approche électoraliste, est une approche dans certains cas raciste. Je dis, cette hiérarchie, en fait, ça veut dire qu'il y a des populations plus ou moins importantes, et puis si on va dans la logique électoraliste, plus ou moins importante en fonction de qui vote. Et puis si on continue dans cette logique de hiérarchie, on arrive en fait à proposer des choses complètement aberrantes et on ne réunira jamais les classes populaires sur ces questions-là. Donc nous, dans notre travail de formation, il y a aussi ça. Il y a des combats historiques dans les quartiers populaires, que ce soit sur le droit du séjour, sur la citoyenneté. Il y a des personnes qui, on disait, votent pas ou n'utilisent pas leur droit de vote, mais on a empêché pendant combien de temps à des parents qui ont cotisé, qui ont travaillé toute leur vie en France, qui n'avaient pas la nationalité, de voter. Et ça a un impact aussi sur le rapport au vote. C'est pas simplement de dire « Ah non, on ne donne pas la citoyenneté à des étrangers ». La citoyenneté locale, ça a été un débat. Ça a été porté par plein d'associations. Aujourd'hui, on a l'impression que dans un programme de gauche, ça n'a plus sa place. Mais ça a un effet concret sur les nouvelles générations qui n'ont pas vu voter leurs parents parce qu'on leur a pas donné le droit de vote. De la même manière, ces luttes, nous aussi, on veut les mettre en avant. On veut les rappeler parce que c'est aussi comprendre qui on est, d'où on vient. Aujourd'hui, il y a des luttes très importantes sur les questions de rénovation urbaine. C'est une actualité super importante dans les quartiers. Qui c'est qui en parle ? Parce qu'il y a des gros promoteurs, on parlait de Bolloré, etc., mais des Bouygues et autres, qui font un fric phénoménal sur la rénovation urbaine. Et bien sûr, on détruit les premières couronnes dans les grandes agglomérations, et ensuite on vire les populaires en périphérie, en deuxième couronne, voire dans le périurbain. Ça, c'est un enjeu très concret dans les quartiers populaires, mais de manière plus générale dans le périurbain, dont on ne parle pas. Ça fait l'objet d'aucun programme politique. Donc c'est sur tous ces aspects-là que nous, on peut continuer à sensibiliser, à travailler, et là-dessus, on est extrêmement ouvert.
en fait. Vous n'avez pas besoin de venir dans le quartier pour vous intéresser à ces questions-là et les comprendre. Et on va tenir nos premières, on va dire, universités d'automne. Voilà, parce que Winter is coming. Et donc ce sera 5 et 6 octobre à Pantin. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Il y aura aussi des politiques parce que on va aussi discuter avec la gauche, parce que même si on est partenaire, même s'il y a eu des appels au vote, il y a pas mal de choses dont je viens de parler juste maintenant, sur lesquelles il y a beaucoup à faire et à redire sur les comportements, la manière de fonctionner avec certains partis. Donc voilà, je vais en rester là. Pour conclure rapidement et complémentarité, je vais parler c'est un sujet sur lequel moi je travaille, qui est comment on s'organise tous ensemble, parce qu'on a vu que le défi face à nous il est immense. Je pense que la menace est de plus en plus visible, présente, imminente de l'extrême droite, fait qu'il y a plein de nouveaux endroits de la société qui se réveillent, donc qui évoluent, qui se réactivent, basés aussi sur l'histoire des luttes il y a des décennies. J'ai l'impression qu'il y a un peu des rapports de force qui s'empilent, c'est-à-dire, on l'a rapidement évoqué, mais ce que nous, mouvement de la société civile avec un S, comment on entre en rapport de force avec les partis de gauche, qui sont à des moments nos alliés, mais avec qui quand même on a pas mal de désaccords. Et on en parlait dans la voiture, ils fonctionnent beaucoup au rapport de force. Donc comment est-ce que nous, on crée un rapport de force aussi et on arrive à s'allier dans ce rapport de force vis-à-vis des partis de gauche pour qu'ils s'unissent et qu'ils représentent au mieux ce que l'on défend collectivement, et collectivement aussi comment on rentre dans ce on a parlé beaucoup, mais il y a beaucoup de spécificités de luttes différentes. Donc ces espaces-là sont des beaux espaces aussi pour se connaître et arriver à certains moments à faire corps. Et puis après, il y a évidemment le rapport de force entre nous et l'autre camp, et qui joue beaucoup aussi dans les médias. Et aujourd'hui aussi, au niveau médiatique, commence à s'organiser, se structurer des initiatives citoyennes de financement de médias indépendants. Et je pense que on n'a pas du tout parlé, mais je pense que c'est un angle ultra important. Il y a des coopératives de soutien des médias, des fonds pour les médias libres, etc., qui sont en train de se constituer. Et d'un côté, on a des milliardaires, de l'autre côté, on peut juste avoir des millions de personnes qui soutiennent un petit peu ces médias. Il ne faut pas les oublier dans le contexte. J'ai l'impression sur les... Enfin, si je repars de là où on est, bon, moi, ça fait un moment que je fais l'aide aux devoirs le lundi, la cantine le samedi, les trucs qui font que, en fait, on répond aussi aux problématiques sociales directement. Je pense que ça, c'est un travail de fond qu'il faut garder tout le temps, et y compris si l'imminence est grande de ce qui arrive, en fait, il y a ce travail de fond qu'il faut garder tout le temps parce qu'il agit directement sur des réalités sociales de gens qui ne vont pas m'écouter si, à un moment donné, je ne suis pas aussi capable de m'occuper de ce qui les préoccupe eux, en fait, au quotidien, en fait. Voilà, ça me semble déjà essentiel dans l'endroit où on se trouve, d'avoir des locaux, des endroits qui échappent un peu au rapport d'argent et qui permettent à des gens d'exister en dehors du bistrot où on paye pour pour discuter, en fait. Il y a plein d'endroits où on peut juste pas aller si on n'a pas d'argent, en fait. Donc de créer ces endroits, de les ouvrir, de les rendre accessibles et inclusifs aussi, parce que c'est aussi tout un défi de ne pas avoir des lieux d'entre-soi militants qui sont inaccessibles, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui mettent 4 ans à pousser notre porte d'un local où pourtant on n'a pas écrit dessus le local de gauche des gens anticapitalistes. On a juste dit on est la maison de rencontre, des échanges, de quartier, on a un lieu autogéré à Commercy, c'est cool, il y a des gens qui passent, il y a 30 personnes qui viennent à la cantine, mais ces 30 personnes qui viennent à la cantine, elles ont parfois mis 2 ans pour juste venir manger à une cantine. Donc ça, c'est aussi des difficultés à passer le seuil. Et après, il y a un truc, là récemment, je me suis plus à l'imminence de la situation actuelle. On s'est retrouvé avec une espèce de panique sur l'imminence de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, avec des tas d'organisations qui d'habitude sont apolitiques, qui ne veulent pas rentrer dans le champ partisan, etc., qui d'un coup étaient prêtes à appeler à voter NFP. C'était assez hallucinant de gens qui avant disaient ah non, surtout nous on n'est pas politique, ça risquerait de nous couper de nos subventions. Sauf que là, l'imminence d'être coupé de toute subvention à 100% a quand même changé le paradigme, quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a une réflexion à poser sur les acteurs dans le territoire. Il y a énormément de gens qui agissent sur le champ social, mais qui sont aussi des palliatifs de l'État, qui sont des palliatifs de la politique publique, des déficiences de la politique publique. Et du coup, tous ces acteurs ne se pensent pas assez en lien les uns avec les autres dans des perspectives stratégiques de résistance dans les territoires. Qu'est-ce qui fait résistance dans les territoires? Qu'est-ce qui change la réalité des territoires? C'est que ces acteurs-là commencent à penser politique, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent mettre en gros le
voter NFP sur un truc, mais qui doivent se relier à des acteurs politiques et penser ensemble comment on transforme les territoires. Et c'est ces espaces-là qu'on doit arriver à créer, les assemblées populaires, et mouvoir les territoires pour que les territoires deviennent résistants, pour que la résilience résistante dans les territoires elle se mette en œuvre entre tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques et syndicaux, que ces gens-là se rencontrent et pensent ensemble une stratégie dans les territoires à partir des réalités de leur territoire, qui sont spécifiques à leur territoire, parce que ces gens connaissent le territoire par cœur, que ce soit les gens du Secours Pop ou les gens d'Amnesty International qui tiennent une table toutes ces personnes-là connaissent par cœur leur territoire, elles le vivent en fait, et ces personnes-là doivent se retrouver et discuter ensemble de comment, dans une perspective stratégique, elles construisent des territoires en résistance et elles repoussent l'extrême droite progressivement en fait. Et moi c'est vraiment là-dessus que je réfléchis et je cogite en ce moment aussi avec d'autres personnes avec Terre de Libre. Merci. Pour conclure rapidement, moi j'ai une obsession qui est sur la masse de personnes qui n'est pas forcément dans nos cercles militants, qui n'est pas forcément autant acculturée sur toutes ces questions politiques, sur les modes d'action, etc. Nous, dans notre collectif, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup qui ont 18 ans, 19 ans, qui sont des primo-militantes et militants pour la première fois, et pour qui cette séquence, ça a été une séquence violente à beaucoup d'égards, et avec un parcours, et c'est pour ça, à la fois on a la notion de l'urgence, de faut s'organiser vite, parce que justement l'extrême droite arrive, etc. Et en même temps, il n'y a pas de chemin qu'on peut couper. Il y a besoin de temps parfois pour justement faire cette évolution, cette formation. On en parlait juste avant, de se dire, on a des jeunes, nous par exemple dans le collectif, qui se sont pris une gifle même de mode d'action, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en se disant on peut discuter avec l'institution et se dire que si on arrive avec suffisamment de preuves, d'arguments et qu'on a raison, alors ça va changer, parce qu'on est tous rentrés comme ça en étant un peu naïfs, en se disant c'est juste donc ça va devenir, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et qui en à peine 5 mois se sont dit ok, la relation institutionnelle est complètement biaisée, on a besoin en fait de comprendre des enjeux plus globaux, par exemple de comprendre comment les questions économiques sont liées aux questions de fascisme, de comprendre comment par exemple la question de la libération de la Palestine est profondément liée par exemple à toutes les questions de domination qu'on a en France, dans une France postcoloniale, etc. Avec aussi l'intrication avec les questions écologiques, comment la question écolo n'est pas simplement une question elle peut être une question justement d'émancipation et qui lie les questions de race, de classe, de genre. Voilà, on est en train de faire ce chemin-là, et en plus de ça, moi ce dont on s'est rendu compte, c'est à quel point on était désarmé lorsqu'il a fallu se mobiliser très vite, c'est-à-dire à quel point à quel point beaucoup de cadres existent, mais il en manque aussi beaucoup, et tu le disais juste avant, et donc sur le temps qui arrive, on a vraiment envie de construire de plus en plus aussi des résistances communes. Nous on a vu par exemple des trucs que j'aurais jamais pu penser possible, des jeunes de quartiers populaires issus de l'immigration pour qui par exemple la désobéissance civile c'est quelque chose de compliqué, le rapport à la police il n'est pas du tout le même, et voir des alliances se créer avec des organisations écolos qui sont beaucoup plus au fait de ces méthodes de désobéissance civile, qui ont un privilège que n'ont pas beaucoup de personnes issues de l'immigration par exemple, et des alliances se nouer sur des méthodes d'organisation et des activités qui ne sont pas les mêmes, et on les a fait ensemble, c'est-à-dire de la désobéissance civile organisée par des militants de ces collectifs-là, et en même temps nous en amenant une autre partie de la lutte, etc. C'est des choses qui sont nouvelles et qu'on a envie justement de développer, et ça va être un peu ça le travail qui va arriver sur la suite, parce que l'extrême droite elle n'est pas née justement depuis la dissolution, elle a un ancrage beaucoup plus long, et on pense qu'on a gagné là, ce n'est aussi pas du tout vrai, elle va continuer, on a des batailles qui arrivent, donc voilà, à la fois construire sur le temps long et se saisir des urgences pour grandir et continuer de se changer. Merci beaucoup, merci à LZE, je suis désolée, en fait on a voulu mettre tout le monde sur cette table, des militants, écolos, antifa, de quartier, citoyens, ruraux, altermondialistes, et du coup ça faisait très peu de temps, et notamment pour échanger avec la salle, mais je propose qu'on puisse continuer, en plus c'est l'heure du repas, donc ça peut aussi se passer autour d'un repas. Merci beaucoup pour tous les éclairages et toutes les hypothèses, il y a plein de fils à tirer. Vous avez tous des pratiques très différentes, mais aussi plein de points communs. On a entendu beaucoup parler
ce constat qu'il faut créer ces résistances locales un peu partout, et ça pose plein d'autres questions effectivement sur la formation, sur l'ouverture qu'il faudrait qu'on prenne le temps de démêler, et aussi vous refusez cette opposition entre la France des tours et la France des bourgs. Donc merci d'avoir partagé tout ça, et j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour continuer tous ces échanges. Merci beaucoup à vous pour votre écoute.